Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, la sécurité en France, dernière des libertés. Et en seconde partie, faut-il craindre une révolte sociale cet hiver ? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un officier de la gendarmerie qui a fait beaucoup parler de lui. Alors qu'il est encore en activité à Beaune, il trouve le courage de rompre son devoir de réserve en publiant « Vérité d'un capitaine de réserve ». Hyperviolence, islamisme, impunité, défaillance de l'État, découragement des forces de l'ordre, tel est son quotidien qu'il nous décrit sans concession dans cet ouvrage réquisitoire qui devient rapidement un best-seller. Ce Saint-Cyrien qui a servi son pays pendant 30 ans dans l'armée de terre a refusé de fouler aux pieds ses convictions sur l'autel du carriérisme. C'en est trop pour le ministère des Armées, qu'on appelle aussi la Grande Muette. Il va être l'officier de gendarmerie le plus puni de France, avec un blâme du ministre des Armées Florence Parly et 40 jours d'arrêt de rigueur. C'est la plus haute sanction disciplinaire susceptible d'être infligée à un officier de l'armée française. Heureusement, il y a TV Liberté pour défendre l'honneur d'un capitaine. Je vous demande d'accueillir Hervé Moreau. Mon cher Hervé, mon capitaine, et le public, bien sûr. Quel accueil! J'en suis presque ému. À la hauteur. Merci à vous. De l'invité qu'on a ce soir. On est ravis vraiment de vous avoir comme invité ce soir. Merci mon cher Hervé Moreau, mon capitaine, comme on dit. Alors ici, bon, on sera peut-être un peu moins formel de temps en temps. On vous appellera Hervé, on se tutoiera peut-être. J'en connais un qui tutoie tout le monde. Il est à ma gauche. En tout cas, on est ravis. D'abord, je tiens au nom de tout TVL, de toute l'équipe de Bistro Liberté, à vous souhaiter, à vous tous qui nous regardez, une très belle année avec plein de succès, mais surtout avec d'abord la santé. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc, j'aimerais qu'on vous applaudisse tous, le public ici aussi, présent. Merci à tous d'être présents, d'être toujours plus nombreux, à animer aussi de manière très vive sur les réseaux sociaux cette émission. C'est d'ailleurs une des raisons de son succès. Donc surtout, continuez à débattre, discuter sur les réseaux sociaux. Ça fait parler de l'émission. On est ravis. Alors, comme vous le savez, mon cher Hervé Moreau, et puis Charles Mathieu, qui évidemment se rappelle à nos beaux souvenirs. L'expert des ouvertures de bouteilles toujours au moment les plus graves. Tu connais une phrase de choix, boire un canon, c'est sauver un vigneron. Merci à lui. Écoutez, alors là, il en sauve beaucoup. Il en sauve beaucoup. Voilà. D'ailleurs, je vois qu'il y a un des sociétaires qui n'est pas encore servi, c'est Philippe Pasco. D'ailleurs, je vais le présenter en même temps. C'est étonnant. Bonsoir, mon cher Philippe Pasco. Alors, Philippe Pasco, je ne sais pas si vous le connaissez tous ici. D'abord, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'est fait éminemment remarquer pour plein de raisons, mais essentiellement, je trouve, d'après moi, donc lors de cette crise des Gilets jaunes qui n'est sans doute pas finie. On va en reparler. Alors, Philippe Pasco est évidemment écrivain. Il sort un nouvel opus le 6 février prochain, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Pilleurs d'État encore et encore. Ouais. Donc après 10 ans, après le premier, qui s'appelait Pilleurs d'État en 2014. Qui était un best-seller en plus incroyable. Et le sous-titre, c'est « Ils nous ont dit que tout allait changer, aujourd'hui c'est pire ». Voilà, donc écoute, on aura hâte de voir justement ce que tu vas nous dire. Donc Philippe Pasco, qui est aussi administrateur d'Anticorps, c'est assez et référent et patron du 89. Et puis alors donc 160 dossiers dont M. Bolloré, dont M. Colère, dont Benalla. C'est bien. Tout de suite, tu veux nous mettre dans des bons dossiers sympas. Non, pour vous dire que si vous voyez un petit point rouge, poussez-vous. D'accord. Bon, en tout cas, merci à toi et bonne année à toi, mon cher Philippe. Merci d'être là. Je rappelle aussi, et c'est quand même pas rien, je pense qu'on peut l'applaudir pour ce que je vais dire, il fait partie des rares citoyens français qui ont la chance de s'être battus physiquement avec un ministre de la République en exercice. Je veux parler de Manuel Valls. Voilà, donc là on peut... Et à 2 reprises maintenant. Alors on rappelle le contexte quand même. Donc j'étais adjoint à la mairie d'Évry. J'étais adjoint 1 an avant de me retrouver au placard, puis dans un sarcophage, le sarcophage étant en dessous du placard. Et tu t'es battu à 2 reprises? Je me suis battu 2 fois avec lui, mais pour être honnête, la première fois c'est lui qui a gagné. Ah d'accord. La deuxième fois c'est moi.
Mais je me suis battu 2 fois avec Manuel Valls. D'ailleurs, quand je le vois maintenant qu'il me croise, je l'appelle Dark Vador. Mais comment ça s'est passé? Je veux dire, comment t'en arrives, Manuel Valls, ancien Premier ministre? Parce que j'étais un des seuls à la mairie d'Évry à ne pas avoir peur du maire Manuel Valls. Tout le monde avait la trouille. Donc c'était à l'époque où il était maire d'Évry. À l'époque où il était maire d'Évry, où j'étais adjoint. Et il y avait un directeur de cabinet qui était une véritable enflure. C'était à l'époque où il disait qu'il n'y avait pas assez de blancos? C'est ça. D'ailleurs, c'est moi qui ai monté les manifestations, etc., qui est sur les brocantes, où à un moment donné, il a trouvé qu'il n'y avait pas assez de blancos. Et donc, pour une divergence de vues, à un moment donné, la première fois, il m'a collé contre le mur. Et sur une autre divergence de vue, la deuxième fois, c'est moi qui l'ai collé contre le mur. Ah ouais. Mais Philippe, tu sais qu'il ne faut jamais se faire justice soi-même et s'en remettre à la justice. Oui, mais on va en parler beaucoup ce soir. Moi, je ne suis pas très judéo-chrétien. Oui, tu n'es pas un exemple. Ouais, je ne suis pas un exemple en ça, moi. Même si j'ai bossé 2 ans avec l'abbé Pierre, quand on me fout une claque sur la joue droite, je la rends sur la joue gauche. Enfin, ça dépend aussi de la personne en face, parce que je pense que devant un gabarit comme celui d'Hervé, vaut mieux tendre la porte. La seule personne avec qui je ne me suis pas battu, alors que j'en avais très envie, s'appelait M. Jean-Marie Le Pen. Que j'ai rencontré dans un ascenseur. Non, je t'explique. C'est pour d'autres raisons. Que j'ai rencontré dans un ascenseur, mais le problème là, c'est qu'il avait. Là, tu t'en serais pris. Non, mais surtout que j'étais dans un ascenseur, il avait 2 énormes gardes du corps autour de lui, donc là, j'ai baissé la tête et j'ai attendu que ça passe. Bon, bah écoute, en tout cas. Mais je respecte quand même le monsieur. Bah écoute, ce sera l'occasion, mais on va peut-être en débattre, parce qu'il y a quelqu'un du Rassemblement National ici dans un instant. Bah si, d'ailleurs, maintenant, on va le présenter. C'est la première fois qu'il vient dans Bistro Liberté, on est ravis. Il est député, donc Rassemblement National, c'est un des plus jeunes députés, je pense, qu'on a. Donc vraiment, moi, j'ai eu une belle rencontre avec lui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques semaines, et je me suis dit, c'est incroyable qu'on ne le connaisse pas plus, donc j'aimerais qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. C'est Alexandre Sabatou. Bonne année, cher Alexandre. Alors, c'est amusant parce que je t'ai vu avec une écharpe et je t'ai demandé de la garder parce que c'est assez rare. C'est quoi cette écharpe? C'est l'écharpe du FC Chambly. Ah. C'est le club de là où je suis élu. On était en Ligue 2 il n'y a pas si longtemps, en 2018 encore. Mais voilà, on n'a pas eu de chance. Et donc on est relégué en National 2. Et là, j'espère que cette année, on va pouvoir remonter. En tout cas, on a une très belle affluence dans le stade et je les soutiens jusqu'à Paris. Eh ben, bravo à toi et on les soutient aussi. Bravo. Alors avec nous aussi, on ne le présente plus, c'est mon compère Radouane Kourak qui est donc du magazine Entrevue et qui a donc, je crois, dans le magazine en cours, là, consacré une large interview justement à notre invité ce soir. Un très beau long entretien qu'on a publié il y a quelques jours. Il dénonce un peu les dérives de l'islamisme, c'est ça? Où il présente son livre, il dénonce les dérives de l'islamisme et il parle de tous les problèmes angulaires qu'on peut retrouver aujourd'hui chez les forces de l'ordre et de la grande difficulté, mais on ne va pas spoiler l'émission. D'accord, et écoute, en tout cas, on est ravis de t'avoir. Et alors, le dernier, et non des moindres, c'est le dernier que je suis vraiment ravi d'accueillir parce qu'il se trouve qu'en plus, je le connais un petit peu, c'est Adrien Abosi. Alors, Adrien Abosi, à ses heures perdues, il est quand même avocat, donc c'est quand même un peu son métier principal, mais il est aussi écrivain. Et alors, je pense que vous allez bien vous entendre, mon cher Philippe, parce que lui aussi, il a écrit un livre bien punchy. Il fait pas qui, lui. On va lui demander, mais tu as écrit un livre qui s'appelle « La gauche est une maladie mentale », c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, rien que pour ça, on peut t'applaudir. Philippe est mon sparring partner déjà, c'est déjà un projet. Et tu trouves qu'il est malade mental ou pas, Philippe Pasco? Mais non, mais il n'est pas de gauche en vérité, puisqu'il n'est pas sectaire déjà, pour commencer. Bon, et puisqu'il regarde le réel tel qu'il est. J'ai une fois pas ça, tel qu'il il y a imagine. des cons partout, aussi bien à droite qu'à gauche. Ah ça, je suis bien d'accord. C'est affaire de proportion. Exactement. Et puis donc, on est ravis de l'avoir. Donc je le redis en tout cas. Donc Hervé Moreau, donc capitaine de gendarmerie. Donc maintenant, on va dire, on n'est plus en active. Comme on Non, dit. je ne suis plus d'active. D'active, pardon. Ouais. Donc je voudrais d'abord revenir sur votre livre, cher Hervé Moreau, intitulé Vérité d'un capitaine de gendarmerie. On l'a montré, un livre qui fait sensation. D'abord auto-édité, puis finalement repris par les éditions Magnus. D'abord, quelle est la genèse de ce livre, Hervé Moreau? Alors, la genèse de ce livre, je suis un capitaine de gendarmerie, commandant en seconde d'une compagnie de gendarmerie départementale, comme il y en a beaucoup en France, un peu plus de 300. Et en l'occurrence, en novembre-décembre 2018, décembre plus précisément, voilà, c'est une affaire de trop qui me fait sortir de mes gonds à la cité judiciaire. C'est un jugement qui pour moi est insupportable sur une comparution immédiate et c'est un homme qui s'en était pris à une femme, à l'innocence et à des enfants et je me dis que c'est plus possible, que les libérations de ce type ne sont plus acceptables, tolérables et qu'on doit contribuer à changer les choses. Alors lorsque tu es un officier de gendarmerie, un sous-officier de gendarmerie, un fonctionnaire de police ou un membre des forces de l'ordre, quel qu'il soit, tu te dis mais comment faire pour contribuer à ce changement puisque tu es confronté
tous les jours, puisque la barbarie, l'ensauvagement progresse toujours, puisque toujours plus de coups et blessures, toujours plus d'atteintes aux personnes, et tu te dis, mais mince, enfin les politiques, ceux qui nous gouvernent, ceux qui président nos destinées, devraient être avec nous sur le terrain, parce que c'est sur le terrain que tout se passe, et on les y voit si rarement. Et la réflexion se fait. Mon épouse me dit, mais écris, fais savoir, témoigne de ce que tu vis au quotidien à la tête d'une compagnie de gendarmerie, et ça a été la genèse de Vérité. Alors j'ai mis près d'une année pour l'écrire. J'ai essayé de trouver un éditeur, sans succès hélas. Le monde de l'édition, c'est quand même beaucoup l'entre-soi, un peu comme le monde politique. Alexandre nous en parlera peut-être. C'est beaucoup de cooptation, c'est beaucoup de réseaux, c'est beaucoup de relations. Toutes choses que je n'avais pas moi-même. Mais ceci dit, voilà, quand on a la foi chevillée au corps, la volonté d'écrire une histoire que l'on pense être originale, nouvelle, eh bien on y va, on contacte tous les libraires de sa circonscription, les grandes surfaces, tous ceux qui peuvent être décisionnaires et proposer le livre dans une version auto-éditée aux lecteurs, à ceux qui vont le découvrir. Et on est de manière absolument folle, on édite une première édition à 3000 exemplaires. Et puis je porte moi-même les cartons de 20 exemplaires alors que je suis toujours d'active aux libraires, aux grandes surfaces, et puis après les avoir convaincus naturellement, et puis le miracle se fait, et puis les cartons de 20 livres se vendent, et puis il y a une première réédition, une seconde réédition, une troisième réédition. On arrive. On peut leur rendre hommage d'ailleurs. C'est une belle maison d'édition. Je le fais et c'est grâce à eux que. C'est Magnus, bien sûr. Hein. Alors tu n'as pas montré tout à l'heure la couverture de l'édition Magnus. Donc c'est la grande chance que j'ai eue avec Laura Magnier et Laurent Overton. Je veux vraiment leur rendre hommage. C'est d'avoir permis on peut les applaudir parce que beaucoup de courage. C'est d'avoir permis Externe, Dora Muto. Bien sûr, Dora Muto. C'est d'avoir permis à ce livre d'avoir une seconde existence et surtout d'être considérablement enrichi. Parce qu'entre la première édition et la version qui vient de sortir, 4 années se sont passées, 4 années pendant lesquelles mes camarades, mes frères d'armes, mes sœurs d'armes m'ont beaucoup écrit. Au fur et à mesure que je faisais des plateaux, que j'étais invité par TV Liberté, eh bien, je gagnais en notoriété et cela m'a permis de recevoir des témoignages toujours plus nombreux de ce qu'il se passait à l'échelon du territoire national tout entier et d'offrir à mon lectorat, eh bien une version infiniment plus riche, infiniment plus aboutie et surtout extrêmement constructive. Il y avait énormément de propositions dans la première mouture et comme l'a dit Philippe tout à l'heure, c'est 4 ans plus tard encore pire, toujours pire, et c'est contre cela qu'on se bat, d'une certaine manière contre ces politiques qui n'ont pas fait le travail et qui désespèrent notre peuple. Donc très heureux. Bon, et écoute, nous aussi on est très heureux. On peut évidemment t'applaudir, donc je m'autorise à tutoyer. Donc j'ai rappelé, on l'a dit en introduction, Arnaud Soyer l'a indiqué que tu avais été accusé d'avoir rempli le devoir de réserve, donc en écrivant ce livre. Comment tu as vécu ce blâme dont on a parlé justement en introduction de la ministre ? Le blâme, j'en ai été surpris, Éric. J'en ai été surpris parce que je m'attendais à 40 jours d'arrêt de rigueur pour violation du devoir de réserve. Hein, donc je n'avais pas à prendre. Le sentiment que l'institution s'est acharnée contre toi. Ouais, c'est-à-dire que c'était à la hauteur de l'impact qu'a eu cet ouvrage. Un livre auto-édité, ça fait 50 ventes, 100 ventes. Il en a fait 20 000 en auto-édition. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et la hiérarchie, la haute hiérarchie gendarmerie a mis du temps à me punir les semaines passées, les mois passés, et ça ne venait pas. Et moi, j'étais à la base de défense, j'étais officier de liaison à la base de défense de Creil à ce moment-là, dans l'Oise, et mes camarades de l'armée de terre, de l'aviation, de l'armée de l'air en étaient sidérés parce que ma notoriété progressait, il n'y avait aucune incidence, aucune réaction, jusqu'à ce que je sois convoqué par mon général et qu'il me signifie qu'effectivement j'ai copé de la sanction la plus élevée. Mais tu ne peux pas comprendre quand même que peut-être que l'institution, la gendarmerie nationale, ne s'est pas sentie attaquée par ton livre, justement ? Lorsqu'on se sent attaqué, c'est qu'on est en faute. Et les vérités seront toujours nécessaires, les vérités seront toujours bonnes à dire. Tu ne peux pas, beaucoup m'ont dit, on ne pouvait pas imaginer, bien qu'on connaisse notre gendarmerie nationale, bien qu'on connaisse notre police, on ne pouvait pas imaginer à quel point, à quel degré de décrépitude était arrivé notre pays, la France. Et tout ce que l'on vit dans ce livre, tout ce que j'y raconte, de manière tout à fait transparente, sans rien édulcorer, au jour le jour, mois après mois, ces coups et blessures, ces crimes, ces tentatives de crimes, ces viols, ces agressions sexuelles, ces atteintes aux personnes toujours plus nombreuses, cette vie en caserne qui concerne les gendarmes naturellement, ce microcosme que l'on retrouve dans toutes les compagnies de France, cet écœurement de notre justice qui donne la certitude aux fonctionnaires de police et aux gendarmes de travailler pour rien.
il fallait vraiment cet exutoire. Il fallait faire savoir pour donner une chance aux choses de changer. Et malheureusement, alors ça a été une très très grande joie de pouvoir constater le succès de cet ouvrage, bien entendu, de faire savoir à nos concitoyens ce qu'il en était des réalités. Mais aujourd'hui, hélas, mes camarades, frères et sœurs d'armes de la Gendarmerie nationale et mes camarades de la police nationale démissionnent, Eric, démissionnent en masse parce que rien ne change, parce que dans l'absolu, tu as beau faire toutes les propositions qui te paraissent souhaitables et nécessaires en homme ou en femme de terrain, parce que nous sommes véritablement lucides. Tous ceux qui sont sur le terrain, qui sont confrontés au réel, sont des personnes lucides. Et nous attendons de nos politiques, et Alexandre, je l'espère, va pouvoir nous éclairer, on attend de nos politiques qui répondent à ces attentes, qui répondent aux besoins de notre peuple. Tout va mal, tout se délite, c'est toujours plus d'ensauvagement, plus de barbarie, toujours plus de crimes, toujours plus d'injustice, et pourtant rien ne change, oui, tout empire. Donc faire savoir, c'est nécessaire, éclairer les consciences, ça c'était le mot de Laurent Oberton, mon éditeur. Ton rôle, Hervé, est de faire savoir, et vous, lecteurs, est de faire connaître ce message, de le diffuser, d'être ses ambassadeurs et de contribuer à faire que les choses changent et évoluent. Honneur et dévouement, ce sont des mots qui vous parlent à tous autour. Quel regard vous portez sur Hervé Moreau, Adrien Abozy par exemple? J'ai une petite question à lui poser. Les personnes en France qui se font agresser et qui vont porter plainte, oui, très souvent se font rembarrer. Et on ne veut pas prendre leur plainte. Est-ce que vous avez des instructions de refus de prendre les plaintes? Non, on n'a pas d'instruction de refus. Un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie nationale ne peut pas ne pas prendre une plainte. C'est absolument interdit, ne peut pas dans l'absolu et dans la théorie. Et s'il le fait, il est en faute. Alors ils le font parfois parce qu'ils ont affaire à une catégorie de population qui, pour toutes les raisons, entendent porter plainte. Lui sait que la plainte en question, qui ne concerne pas souvent un fait grave, un fait relevant du domaine correctionnel, sait que ce sera classé sans suite, que ce sera une procédure pour rien, pour un conflit de voisinage, pour quelque chose qui n'a pas d'incidence forcément majeure. Donc à force, eux, surchargés de travail, surchargés de dossiers, se disent qu'ils peuvent se permettre de dissuader cette personne d'aller au bout de sa plainte parce que le procureur, le substitut et ses substituts vont classer sans suite. Ça n'aboutira pas. Mais ceci dit, ils ne le devraient pas. Et toutes les plaintes doivent être prises. Et tu as tout à fait raison. L'article 15.3 du Code civil, toutes les plaintes doivent être prises. C'est le procureur qui décide si on classe ou pas. Et je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai des preuves que des gendarmes refusent de prendre des plaintes sur des faits graves. Mais c'est des cas isolés. Oui, c'est des cas isolés, je suis d'accord avec toi, mais c'est des cas. C'est pas structurel, c'est des cas Ah, isolés. est-ce que je viens de dire que c'était structurel? Philippe. Je dis simplement que il y a des cas isolés qui ne devraient même pas exister. C'est un phénomène massif et structurel. Non, ça découle d'une administration qui est défaillante. C'est des policiers qui sous pression, des gendarmes qui sous pression, par peur peut-être de faire du travail parce qu'ils sont débordés. Tu viens de le démontrer, Hervé. Oui, personne ne vont pas au bout de la démarche. Personne dans son entourage ne connaît pas quelqu'un qui a vécu ça. Et moi, j'ai des gendarmes qui ne prennent pas les plaintes parce que les plaintes concernent un certain des gens de la haute société et que comme par hasard, excuse-moi, j'ai des preuves, et que comme par hasard, dans ces cas-là, on ne prend pas la plainte. J'ai même un cas grave où on a dissuadé quelqu'un de porter plainte alors que son fils venait d'être agressé sexuellement. Philippe, je vais te répondre très, très posément. Si les faits sont graves, un gendarme digne de ce nom, un militaire digne de ce nom prendra toujours la plainte. Hormis quelques cas rares, quelques cas exceptionnels, mais à ce moment-là, ça s'appelle de la corruption, passive ou active, ça s'appelle du trafic d'influence, mais il prendra cette plainte. Et dans l'absolu, si un citoyen estime qu'il est maltraité par un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie nationale, si on lui propose une main courante, ça s'appelle un classement sans suite, hein, bien entendu, n'acceptez jamais une main courante, il a toujours la possibilité d'en référer au procureur de la République, hein, auprès de la cité judiciaire dont il dépend. Et il y aura des suites, tu le sais bien. Alors tous les citoyens n'en peuvent peut-être pas... Tu sais comme moi que ça devient de plus en plus compliqué, que quelque part les gens n'ont pas le temps, que les gens n'ont pas l'argent, et que tout est fait pour que les gens justement laissent tomber les choses. Et je vais me dire pire, parce que je vais rejoindre, il y a une circulaire qui est sortie il n'y a pas longtemps par un type que j'appelle, j'arrive jamais à rappeler son nom, c'est Moretti. Je l'appelle Moriarty, je ne sais pas pourquoi, Sherlock Holmes, ça, qui a sorti une circulaire, je ne sais pas si vous êtes au courant, où il demande, par écrit, aux gendarmes de classer à la verticale des dossiers de plainte. C'est pas moi qui l'invente, c'est un écrit.
Je veux le voir parce que le ministre de la Justice n'interfère pas sur la gendarmerie. Tu parles d'un humoriste qui fait du one-man show, là. Non, je te parle d'un ministre garde des Sceaux qui a envoyé une circulaire à tous les commissariats et à toutes les gendarmeries de classer de façon verticale, c'est-à-dire classer sans suite, des plaintes de gens et de plaintes qui datent de plus d'1 an. Philippe, tu as sensiblement 4 millions de plaintes qui sont déposées chaque année en France dans les commissariats et brigades de gendarmerie. 4 millions. Sur ces 4 millions, 3 millions seront classés sans suite par les parquets. Et on peut estimer, alors les chiffres noirs de la délinquance, tu peux multiplier par 2 ou 3, et on le sait par les enquêtes de victimation auxquelles on procède, tu peux multiplier par 3 l'ensemble des crimes et délits qui sont perpétrés dans notre pays aujourd'hui en France. C'est sensiblement 12 millions. 12 millions, parce que les justiciables sont épuisés, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils se disent que ça ne servira à rien. Mais ça, moi j'incite tout citoyen, homme ou femme, lorsqu'il estime qu'il est victime d'un préjudice, et c'est toujours quelque chose de fondamental, parce que lorsque ça t'arrive à toi, ça devient le problème central, le plus important qui soit. J'incite vraiment nos concitoyens à toujours déposer plainte. Toujours, à aller au bout de leur logique, à refuser toute main courante, à refuser toute proposition qui consisterait à décliner cette plainte, parce qu'il faut faire savoir ce qu'il en est précisément de la délinquance dans notre pays, la situation de la criminalité et de la délinquance. En parlant de justice, justement, Hervé Moreau, j'aimerais vous demander à vous tous, là, qui êtes ici, qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne? Hervé Moreau, pour commencer. Un de plus. Alors je ne sais pas ce qu'il va en être de ces faits. Si la justice a ouvert ce dossier, c'est qu'elle avait suffisamment, bien entendu, d'éléments tangibles, matériels, à charge en termes de preuves pour pouvoir instrumenter ce procès. Sachant qu'il a déjà été condamné, là, cette fois, il a fait un pourvoi auprès de la CEDH, mais on va voir. Ça t'a choqué ou pas la condamnation de Sarkozy L'affaire dite des écoutes, là. Non, elle ne m'a pas choqué dans l'affaire des écoutes Bismuth. Non, elle ne m'a pas choqué. Alors après, je crois que je serais tenté de penser que les magistrats ont quand même largement outrepassé leur rôle par rapport aux diligences qu'ils ont fait exécuter, par rapport aux éléments de preuve qu'ils ont essayé de collecter. Il n'y a pas un acharnement quand même un peu contre Sarkozy là, incontestablement, moi je pense qu'il y a un acharnement, bien sûr, mais après la justice est partiale. On ne le niera jamais, et surtout par moi qui les connais assez bien. On a un avocat, il partage ce point de vue Oui, mais tout à l'heure Hervé disait que s'il y a procédure, c'est qu'il y a éléments suffisants. Parfois, policiers, gendarmes et magistrats font preuve d'une grande imagination et sur la base de micro-détails arrivent à vous forger des véritables romans. Donc, moi personnellement, moi je suis d'accord avec moi. Comme dirait Gilles Renard, j'abonde dans mon sens. Voilà, j'abonde dans mon sens, comme dirait Gilles Renard. Tu peux dire non. Moi, je l'ai constaté professionnellement. Moi, j'ai vu des rapports, notamment de police faits, où sur la base de micro-détails, on invente des romans sur des individus. Hervé Moreau. Non, ce ne sont pas des micro-détails. Enfin, j'ai eu affaire suffisamment de malfrats. Alors, pas de ce niveau, bien entendu, pas des politiques de premier rang, pas d'anciens présidents de la République, bien sûr, mais sur les investigations judiciaires qui sont faites de manière extrêmement sérieuse par l'immensité des militaires de la gendarmerie nationale, les dossiers sont matériels, sont extrêmement bien hiérarchisés, extrêmement bien argumentés. La procédure pénale, et tu le sais, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. La moindre vice de procédure nous fait tomber cette procédure et les avocats obtiennent la libération du prévenu ou de l'accusé, tu le sais. J'ai enseigné la procédure pénale, c'est quelque chose de complexe qui nécessite beaucoup de travail pour la maîtriser convenablement et les militaires de la gendarmerie comme ceux de la police nationale, mais leurs homologues font quand même de l'excellent travail en termes de procédure. Mais les éléments matériels, lorsqu'ils sont actés... On va laisser parler Alexandre Sabato qui depuis le début est relativement discret. Alexandre, toi qui es justement député de la République, le Rassemblement national. Moi, ce qui me dérange, c'est que, avec quelques cas particuliers, on essaie de faire croire qu'il y a un vrai dysfonctionnement au niveau de la police et de la gendarmerie. Moi, je les rencontre au quotidien, je les ai encore soutenus là, pour le Nouvel An, le Réveillon. Oui, ils étaient là justement pour nous protéger, je les ai remerciés. Mais ils ont un vrai manque de moyens en fait. C'est moi, dans l'Oise, j'ai 15% d'effectifs en moins dans chacune de mes casernes, à Chambly, à Méru et même à Creil, pour des raisons assez évidentes. Le problème, c'est que c'est classé sans suite, mais tout simplement parce qu'il manque des places de prison et que les juges se défaussent en disant « mais écoutez, je ne peux pas envoyer cette personne en prison, on n'a pas de place ». Mais ça fait combien d'années qu'on nous dit qu'il faut construire des places de prison ? Une quarantaine d'années. 40 ans qu'on nous dit il faut plus de places de prison. Donc nous, au Rassemblement national, on a été clair. Dans le programme de 2022, Marine propose en 5 ans la construction de 85 000 places de prison supplémentaires. Et comme ça, tous les petits voyous qui sont condamnés à chaque fois par des petites peines, on leur dit bon, ils sont condamnés à 1 mois, 1 an de prison, ils ne vont pas les faire, ils se retrouvent dehors. Bien sûr qu'on vit en totale impunité.
Exact. On fait un crime, on fait un délit, on va au tribunal, vous avez 1 an de prison, il n'y a pas de place, bah vous en sortez libre. Bah je comprends en fait. À moins de 2 ans de prison, tu n'es pas incarcéré, tu le sais. Il y a toutes ces mesures Oui, alternatives aux c'est poursuites. une erreur, c'est une erreur. Et effectivement, Bruno Retailleau a fondamentalement raison. Il faut systématiser les petites peines pour que. Je trouve qu'il fait du bon boulot, Retailleau. Ah, je trouve qu'il fait de l'excellent travail, Bruno Vous êtes Retailleau. tous d'accord ici, là? Moi, je trouve qu'il fait de l'excellent modulo travail. quelques trucs. C'est un homme. Étonnamment, Philippe, non. C'est pas que je suis pas d'accord. Je rejoins la plupart du discours de mes petits camarades. Ce que je regrette fondamentalement par rapport à ça, c'est qu'on s'occupe toujours des petits délits, mais pas des gros délits. On s'occupe de Moi, tout. j'aimerais bien que les mecs qui truandent sur leur impôt, que les mecs qui font de l'optimisation Ça, fiscale. c'est pas Retailleau, que les c'est mecs- Bercy, c'est Mais oui, tout ben, autre Retailleau marché, là. aussi, quand tu truandes. D'accord. Que ces gens-là, on s'en occupe autant qu'on s'occupe des petites incivilités. Parce que quand on regarde le doigt, on regarde pas ce qu'il y a au bout. Et c'est ce qui me gêne simplement. Mais je suis d'accord. Hein. Le À un parquet moment national donné, financier fait de l'excellent travail, Philippe. Hein. Et quant aux avocats Tu- fiscalistes, à ce tu moment-là, on touches un demande à dossier ce que que je les connais avocats bien. fiscalistes disparaissent, parce que l'optimisation fiscale, ça a toujours existé. tu te connais un dossier que je fais. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, et j'ai les preuves de ce que les gens n'oublient pas, je ne fais que dans le factuel. Ouais. J'étais un monsieur qui a été condamné à 93 millions d'amende. Tu parles de qui? D'un type en France. Ah, mais faut dire qui, parce que. J'ai pas son nom en tête, mais c'est un grand marchand d'armes. Il a été gaulé, il a été condamné à 93 millions d'euros d'amende pour fraude fiscale. Quand tu es condamné à 93 millions, c'est quand même important. Lui, il a pu négocier. Il paye que 33 millions. Un petit délinquant qui vole un autoradio, lui, il va en prison tout de suite. Moi, j'ai des gens comme Monsieur Balladur. Ça, ce serait bien. Ça, c'est le monde idéal. Philippe. J'ai Monsieur Balladur. Ouais. Tout le monde connaît l'affaire Karachi, on est d'accord. Il a sûr. été condamné à 2 mois de prison avec sursis. 2 mois. Le petit qui a volé dans un supermarché, qui a pris 3 saucissons et 2 machins parce qu'il avait faim, lui, il a été condamné à 5 mois. 5 mois vol de simple. prison ferme. T'as vu ça où? C'est là où je dis, j'ai vu ça dans la presse, j'ai vu ça, je ne fais que dans le factuel. Donc j'ai les prpreuves de tout ce que je te dis. J'aimerais voir. Il est Mais possible lis mon prochain livre, tu verras, il c'est est possible dedans. qu'un tribunal en France, effectivement, condamne à Mais 5 je n'ai mois de pas prison qu'un pour tribunal. vol simple. Hein. Ce n'est pas qu'un Mais tribunal. c'est- Donc mais je c'est dis que je rarissime. suis d'accord avec toi quand on tape sur les petits, quand on tape sur les connards, quand on tape sur les petits délinquants qui font des incivilités innommables par rapport aux Hervé, petits ce serait délinquants. intéressant quand même de savoir d'où parles-tu, camarade, politiquement. Tu te situes où sur l'échiquier politique français? Sur l'échiquier politique français, je me suis longtemps situé à droite. J'ai été apprenti homme politique, tu le sais, puisque je me suis présenté à une législative en 2022 dans ma quelle couleur circulation. En quelle couleur? Je me suis présenté en divers. On m'avait proposé à l'époque 3 investitures. Je les avais refusées toutes les 3. Pardon? C'était lesquels? C'était Rassemblement National, Reconquête et Debout la France. Donc Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et bien sûr le Rassemblement National de Jordan Bardella. Je les avais refusées toutes les 3. Moi, mon parti, c'est la France. Moi, je Et voulais... aucun des 3 partis dont tu parles ne représente la France, non? Non, moi je suis un fidèle inloyal du général Marcel Bijard, l'un de mes maîtres à penser, qui disait mon parti c'est la France. Et juste avant, je vous remercie, juste avant, Oui, mais. dans une de ses interviews célèbres, Marcel Mais le Bijard RN disait... qui est à côté de toi, il représente pas la France, non? Ah ben, le Rassemblement National, comme d'autres partis, je les ai découverts. Je suis très très heureux de les avoir découverts, tous ces partis, pendant cette législative. Je les ai fréquentés ensuite pendant des années. Et je serais tenté de te dire que tous fonctionnent de la même manière. Il y a des gens absolument remarquables, je m'en ouvrais à Alexandre tout à l'heure, au Rassemblement National et ailleurs. Et puis il y a des parvenus, et puis il y a des carriéristes, et puis il y a des gens qui se fichent de l'intérêt général, qui sont des faux sympas, qui sont des obséquieux, des flatteurs, qui se positionnent auprès des parle de qui, puissants. là Me permettre de t'arrêter. Enfin, Oui. Au RN, on est quand même resté droit dans nos bottes au niveau des élections. On n'est pas comme la droite qui est appelée à voter avec les communistes aux dernières législatives. Enfin, on a quand même gardé un cap et tu peux pas nous mettre dans le même panier que les macronistes ou les mélenchonistes. Hein, Je me permets de te répondre. les LR? Ou les LR. Je vais me permettre de te répondre. Moi, figure-toi que je vis dans la vraie vie, que je vis avec des gens qui galèrent tous les jours, on y viendra tout à l'heure dans le second volet de l'émission, et ces gens ont des difficultés inextricables, et notamment mes camarades agriculteurs. Et ces personnes qui ont des problèmes On de pas le droit de trésorerie... démissionner alors quand il s'agissait d'Adama Traoré pendant le Covid, je crois qu'on. Ces personnes qui ont des problèmes graves de très trésorerie me disaient, Hervé, le choc de la motion de censure a été terrible, a été catastrophique. Alors certes, le budget de M.
Barnier ne semblait pas le meilleur possible. Mais en Mais il attendant. n'était clairement pas le budget meilleur possible. En C'est attendant- l'extrême gauche a mis le monopole dessus et il nous a rajouté je ne sais pas combien de milliards de taxes et d'impôts supplémentaires. Tu peux t'émouvoir du fait qu'il y ait une coalition contre des candidats Là, on de parle du Rassemblement budget. national, On parle mais en du attendant, budget. quand Mme Marine Le Pen s'unit à M. Mélenchon Mais c'est sur pas une une motion de union, mais non. censure Là, je peux pour pas laisser voter dire ça. une motion de censure, eh bien je dis que ça fait du mal. Et ça ne sert pas la France. Vous n'avez pas tous en attendant. Alexandre Sabato répond. Non, allez, on laisse d'abord Alexandre Sabato répondre parce qu'il a été prêt à partir là, justement. Le budget, ça nous rajoutait, les chiffres en reviennent, 80 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires. Non, mais sur la censure votée. Mais sur la censure, mais je vous l'ai expliqué. Excusez-moi, mais moi j'ai été élu sur un programme. Quand on m'explique que dans le PLFSS, on baisse... Non, mais sur l'accusation d'avoir voté avec Mélenchon la motion de censure. Mais j'y viens. Bien. C'est sur l'électricité, c'était 200 € en plus sur les foyers, pour les foyers français. C'était le déremboursement de certains médicaments quand on augmentait ceux des étrangers. C'était la désindexation des retraites. Mais excusez-moi, moi je me suis engagé pour le pouvoir d'achat. Ça allait tuer les Français, les citoyens français, ça allait tuer les entreprises avec les augmentations de charges. Moi, il y a des entreprises qui m'ont appelé pour me remercier d'avoir censuré, parce que sinon, ils mettaient la clé sous la porte avec les augmentations qui allaient arriver. Donc, c'est quoi une motion de censure? Une motion de censure, ça vise à faire tomber un C'est gouvernement. pas un vote, c'est pas une union. C'est pas une union. Jean-Marie Le Pen avait voté une motion de censure, j'ai découvert, avec Georges Marchais. Est-ce qu'on peut faire le procès à Jean-Marie Le Pen d'être communiste? Je pense qu'il l'a très bien montré qu'il était anticommuniste. Et Une c'est vrai motion qu'à de l'inverse, censure- Hervé, quand il y avait le Front républicain, est-ce que tu t'indignais avec la même verve? Mais c'est ça la politique, enfin, il va pas quand même feindre de s'en étonner. Le monde politique, Non, mais je toi, l'ai avant de découvert. t'indigner du fait que le RN vote la même motion de censure que. Moi, je m'y attendais, je le savais. Est-ce que le Front républicain, ça te choque pas plus encore? Parce que là, il y a une véritable Il union n'y a pas de front dans les urnes. Il n'y a pas de front Mais c'est quand républicain. ils C'est votent un- pour faire battre J'entends bien, le RN. mais il n'a rien de républicain ce front. C'est l'alliance d'intérêts partisans particuliers qui ne visent que le pouvoir, conserver ce pouvoir pour eux-mêmes et pas pour la France. Et c'est cette classe politique qui indigne aujourd'hui les Français. Cette classe politique qui est ils sont à peu près tous les mêmes. Ils ont les mêmes comportements antidémocratiques dans ces partis, que ce soit le Rassemblement national, les Républicains ou les autres. Tout le monde dans le même sac pour toi. Ah, ben je les ai vus de près, je les ai pratiqués pendant des années. Quand tu as affaire à des délégués départementaux, quand tu assistes à leurs meetings, quand tu as affaire à leurs députés européens ou députés français, que tu vois ce qu'il en est de leur hypocrisie, de leur langue de bois, de l'impossibilité d'émettre la moindre critique, quand bien même serait-elle constructive, eh bien je me dis que ce n'est pas cela dont la France a besoin. Je me dis qu'on doit préserver cet intérêt général qui nous est tant nécessaire. On doit œuvrer pour la Allez, France. ce Bistro Liberté, il est bien lancé. On lance le premier débat et ça va être l'occasion, je Merci. pense, de continuer le débat tout de suite. La sécurité en France, dernière des libertés. Comment expliquer la situation sécuritaire de la France et le développement de la violence? Quelle est la responsabilité de la classe politique et des juges? Le duo Retailleau-Darmanin à l'intérieur et à la justice peut-il changer les choses? Voilà, donc ce débat qui est bien lancé. Donc sur un plan politique d'abord, je le disais, Arnaud l'a rappelé dans la présentation de ce débat, le duo Retailleau-Darmanin, bon je suppose qu'Alexandre Sabato, non t'es pas très fan? Non, pas trop. Enfin, qui leur fait confiance encore aujourd'hui hein Moi j'ai grandi. populaire. Hein. Retailleau est le politique de droite en qui les Français placent le plus de confiance dans le dernier baromètre du JDD. Peut-être, mais Exact. écoutez, Français. moi Sarkozy m'a promis, j'ai grandi en le 93. Les émeutes de Ziad et Bouna, je les ai connues, la voiture de mes parents a brûlé, j'avais les hélicos qui passaient au-dessus de moi le soir, et donc je peux dire que le cachère de Nicolas Sarkozy, on l'a longtemps attendu. Il n'est jamais arrivé. Moi j'ai plus confiance dans les Républicains. Ce que je leur reconnais, c'est qu'ils nous crédibilisent. Ils nous crédibilisent parce que tu viens d'en parler, les peines de prison applicables dès les plus petites peines, eh ben, Retailleau le propose, c'est dans le programme de Marine Le Pen depuis des années, et donc ça prouve bien que ce qu'on propose pour résoudre les problèmes en France fonctionne, et en ça il nous crédibilise. Et Je te Hervé, remercie. toi, C'est exact. tu es d'accord en tout cas Je dans cette analyse? suis absolument d'accord avec Alexandre, c'est tout à fait légitime, cela est vrai. Ils ont des positions qui sont très comparables. La systémisation des petites peines, la construction des places de prison qui nous font tant défaut, c'est la pierre angulaire de tout le système en termes de sécurité. Si on veut que les Français vivent dans un État qui soit pacifié, si on veut mettre un terme à la délinquance, à l'ensauvagement, il faut emprisonner. Il faut emprisonner. On ne peut pas procéder autrement au regard de l'évolution des mentalités, des comportements et des attitudes aujourd'hui
en France. Bah là, on emprisonne un peu plus. Tu as vu, il y a 3 influenceurs là qui sont sans doute sous... J'en suis très très heureux. J'attends la réaction de Philippe, Sous les barreaux. qui reste pour l'instant assez Philippe, court. il a plus de 20 peut-être, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Non, moi je suis en partie d'accord avec votre discours, il n'y a pas de souci. Je dirais à Là, partir t'es du moment- content que ces 3 influenceurs qui ont Ah, mais ceux-là, aucun cadeau. Aucun cadeau. Les mecs critiquent la République, aucun cadeau. Bon, là, Je suis totalement clair. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur la systématisation des punitions. Je veux dire, encore une fois, le discours qu'Hervé, et que je respecte, Oui. s'occupe des conséquences, mais pas des causes. On va y venir, Philippe. On va y Donc, venir sur les causes. tant qu'on ne travaillera pas sur l'éducation, tant qu'on ne travaille pas sur marche pas, l'intégration... hein. S'il te plaît. Ça marche excuse-moi, pas. aussi. Allez, Adrien. Ce n'est que mon avis. Moi, j'ai été maire adjoint. J'étais d'accord avec toi d'ailleurs. Ce n'est pas la Adrien, Pourquoi il y a cette délinquance de masse en France? Le peuple français est victime sur son propre sol d'une persécution au quotidien par des groupes et des populations que nous savons. C'est un fait. tu parlerais de guerre de civilisation, toi? Non, il y a une guerre civile froide. Il y a une guerre civile froide en France. Le 23 octobre 2018, article de France Info. Au mois d'octobre, ils avaient relevé 177 000 agressions gratuites sans motif crapuleux. Gratuites, pour un regard de travers. Et parmi ces 177 000 agressions, 134 homicides. C'est beaucoup plus que le terrorisme. Le peuple français est persécuté sur son propre sol massivement. Hervé évoquait à juste titre l'emprisonnement. Je rajoute, la peine de mort. C'est qu'on ne restaurera pas l'autorité de l'État si on ne restaure pas la peine de mort. On évoquait Retailleau et Darmanin. On ne les jugera pas sur leurs paroles, on les jugera sur leurs actes. Darmanin a dit une chose juste quand même, c'est que le problème de la justice, c'est le manque de moyens. Il y a autant de magistrats en France, m'avait-on dit quand j'étais à la fac, aujourd'hui, que sous Louis-Philippe. Alors que la population a doublé. Ça pourrait être possible un retour à la peine de mort, toi qui es avocat? Les Français sont majoritaires. Ils sont majoritairement pour. Non, mais est-ce que, juridiquement, est-ce que... Il faut une réforme constitutionnelle pour ça aujourd'hui, mais bien sûr que c'est possible. Ça va résoudre les problèmes? On va restaurer l'autorité de l'État, bien entendu. Est-ce que tu crois vraiment que ça va résoudre les problèmes? Je pense que quand on aura restauré la peine de mort, quand on l'aura restauré pour le trafic de stupes, ça ne sera pas la même histoire. Je pense que ça ne sera pas la même Tu vois, histoire. ça fait réagir là. Personne ne meurt pour avoir vendu de la drogue. En réalité, la peine de mort. Non, c'est non, la destiné- drogue détruit la vie des gens, Bah, Charles. non, mais la peine de mort, évidemment que cannabis on condamne, détruit on la condamne vie des très gens. très fermement les dealers, mais on ne rétablit pas la peine de mort. Ça n'a aucun sens de dire ça. La peine de mort, c'est pour les terroristes, c'est pour Oui, pour les terroristes, grands- pour les assassins, grands pour les criminels. violeurs, pourquoi pas, Et tout à fait. encore, et tu en fais des martyrs si tu les tues. Ça n'a Excuse-moi, aucun elle sens. existe déjà cette peine de mort pour les terroristes. Ah bon? Oui. Ah bon? Et j'en ai les preuves. Ah bon? Encore une fois, je fais que dans le Parle de factuel. quelle peine? Salah Abdeslam, il a été condamné à mort? Mais je te parle, elle existe déjà pour Il joue les la terroristes. PlayStation, il fait de la muscu en Encore une fois, je prison, te parle en généralité. Tu sais quelle est la personne qui a donné le plus d'autorisation de ce qu'on appelle les opérations homo? Non, mais Les c'était pas en opérations France. homo, C'était pas en homicide. France. Les opérations homo, tu connais, c'est une opération qui permet l'élimination définitive d'un individu. Oui. Au Mali, ça n'a rien à voir. C'est des terroristes Oui. Oui, mais ce n'est pas sur le sol qui ont français. été éliminés physiquement Non, mais c'est pas sur- par par le les forces- gouvernement ce n'est pas français. par les forces sol spéciales. français. Par les forces spéciales et le gouvernement français. Et les personnes qui ont donné le plus d'autorisation pour des opérations homo, François c'est Hollande. François Hollande et Giscard d'Estaing. Question Oui. simple. Donc ça existe déjà. Question simple. Question pour Hervé. Dis-moi. Est-ce que la peur du gendarme existe en France? La réponse La est peur existe non. encore. Alors, je vais te Les répondre. racailles n'ont pas peur du gendarme. Les honnêtes citoyens ont peur éventuellement du je vais policier te- gendarme. Les racailles n'ont pas peur du gendarme. Donc comment Moi, on je vais- restaure je vais- la peur du gendarme? Je vais te répondre. Moi, j'oserais. Les gendarmes. Mais c'est une vraie question. Ouais, et c'est une moi, vraie je voudrais question. même demander, est-ce que les gendarmes n'ont pas peur des racailles? Pardon. Non. C'est ça, la question. Non, par contre, on a un, et là je vais te répondre. Moi, si tu prends un refus d'obtempérer, on m'a foncé 3 fois dessus. Hein. Ok. Et j'ai eu à en poursuivre un certain nombre. Les ordres qu'on nous donne, c'est maintenant, ou qu'on donne aux personnels qui sont d'active, c'est de renoncer, c'est de ne pas poursuivre. C'est Moi, effrayant. je me suis toujours qui dit ça? Ah bah, la haute hiérarchie, gendarmerie. C'est effrayant. Donc ça, ce sont les ordres que l'on reçoit du commandant de région, du commandant de groupement, qui nous donnent l'ordre de ne pas poursuivre, pour ne pas risquer de mettre en danger la vie. Il faut que tu expliques pourquoi. Oui, je le fais. Pour ne pas risquer de mettre en danger la vie du fonctionnaire de police ou de gendarmerie, pour ne pas risquer de mettre en danger la vie de celui qui fuit, parce qu'on estime que les conséquences seront trop lourdes. Mais ce faisant, on cultive la culture de l'impunité, moi, que je retrouve effrayant. totalement. C'est absolument effrayant.
et ça nourrit la certitude de l'impunité, ça nourrit donc la récidive, et ces personnes, de fait, s'autorisent tout. Moi, je conserve en mémoire et au cœur notre camarade, hein, Mélanie Lemay, hein, Oui, tout à fait, à la tout à jambe fait. arrachée dans le cadre d'un refus d'obtempérer, cette judocate merveilleuse, cette militaire remarquable qui avait tout l'avenir pour elle, qui est morte à 25 ans, et combien d'autres ont failli y passer. Moi, je réprouve ces ordres qui nourrissent la faiblesse de l'État, qui nourrissent l'impuissance de l'État. On doit absolument ne jamais céder, mais c'est la même chose. La porte gendarme. Mais c'est la même chose, et on va y venir tout à l'heure sur les gilets jaunes. Moi, sur les gilets jaunes, j'ai passé énormément de temps sur les ronds-points. Mais si tu prends le maintien de l'ordre, j'ai commandé un escadron de gendarmerie mobile il y a quelques années avant que je ne passe en gendarmerie départementale. Et les ordres que reçoivent mes frères d'armes très souvent, c'est « vous n'intervenez pas, vous n'intervenez pas », alors que les Black Blocs détruisent tout. Sur les gilets jaunes? Non, pas sur les gilets jaunes. Ah, que vous intervenez pas sur les Black Blocs, je veux bien. Ce qui est intéressant quand même, c'est que Alexandre Sabato. dans son témoignage, il Oui. prouve quand même que ce qui manque, c'est la volonté politique. On Incontestablement. met des freins, on met presque des menottes à nos gendarmes. Et le courage. C'est paradoxal. Est-ce que la alors volonté que politique, si, ce n'est pas de créer justement un chaos apparent en donnant des missions qui ne sont pas les véritables missions des gendarmes? Aujourd'hui, les gendarmes, ils servent à non, quoi? mais là, Ils servent excusez-moi, plus vous à envoyez le payer des sujet. amendes. Le sujet, il Non. n'est pas là. Ah bah si, pour moi, il est là. faut de la volonté politique. Laisser les gendarmes travailler, leur donner les moyens de travailler. Et moi, je Mais pense qu'est-ce qu'il y que a Marine un Le point. Pen ferait politique, plus ça. que Bruno Retailleau, par exemple? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très simple qui aiderait beaucoup les gendarmes. C'est déjà la présomption d'innocence. Parce que dès qu'un gendarme, il y a une affaire sur lui, par exemple, on se souvient de Naël, criminel, il était condamné dans tous les journaux. Et deuxième chose, la légitime défense. Présomption d'innocence pour la légitime défense pour nos policiers, pour nos gendarmes, pour qu'ils puissent intervenir. Et là, je peux vous dire qu'il y aura le respect de l'autorité, parce que quand on sait que les Tu as tellement gendarmes raison et que les ça aurait policiers... été bien d'ailleurs que dès l'attaque de policiers à Nice, le RN soit monté tout de suite au créneau et pas juste un petit peu après, une fois qu'il y a eu le procès. Ça m'avait un petit peu choqué, tu vois. Je pense que justement, il y a peut-être des partis Ça qui feraient peut-être, acte mais de je- courage en prenant peut-être le risque, justement, Je peux te sans répondre attendre très simplement, tu vois, Eric, l'issue de l'enquête. C'est que De défendre immédiatement les policiers ou des gendarmes. mais on a toujours défendu les policiers et les gendarmes, et ça, je pense que les téléspectateurs Oui, ne mais sont pas pas tout de dupes suite, là-dessus. pas immédiatement, Mais ce que je veux tu dire, vois, c'est, quand tu le sais ce qui soutien, se c'est la passe presse. aujourd'hui avec les news qui arrivent, il y a toujours le danger de la fake news, et dès qu'on Oui, mais du coup, on fonce- n'ose plus, tu vois, pardon Alexandre, c'est ce que je trouve. Mais et là, c'est la excuse-moi, seule petite critique mais- qu'on pourrait faire, et je m'y joue. mais on peut attendre Est-ce que de tu savoir crois pas que maintenant, l'information on a est vraie tellement peur. Si je peux me permettre. Allez, Adrien. On évoquait l'affaire Naël. Petite parenthèse, le chef de la DGSE avait dit que pendant les émeutes, il y avait eu entre 100 et 200 000 émeutiers. Donc il y a vraiment une armée à l'époque qui s'était levée contre la France, passons. C'est Macron, qui avait quand même en grande partie violé cette présomption d'innocence. Il eût été quand même opportun que des hommes politiques de premier plan le soulèvent. Que le type, on ne connaît pas les circonstances, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc on ne guillotine pas médiatiquement un individu tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne préjuge rien du sort de la procédure, mais voilà. Les hommes politiques ou les femmes politiques ont un réflexe, faisons confiance à la justice. Pardon, faisons confiance à la justice. Enfin, la justice, elle nous écœure. La justice, je l'ai pratiquée pendant des années, pendant les 15 ans où j'ai servi au sein de la gendarmerie nationale. La justice, Cette elle justice m'écœure, oui, à force de relax, à force de remise en liberté, à force de ne pas punir Mettre à ceux plat qui nous font ton tant de travail. mal. Alors Philippe le disait tout à l'heure, où tu l'as insinué, moi, tant qu'on n'a pas été victime soi-même, enfin vous les avez, tu as eu affaire à ces victimes comme moi, toute ma carrière, tant qu'on n'est pas victime soi-même, on peut prendre les choses avec une certaine distance. Quand on se fait agresser sexuellement, quand on se fait casser la figure, briser un membre, quand il y a un vol avec violence, et je pense à toutes ces femmes âgées qui se font arracher leur sac, molester, détrousser, sans aucun respect aujourd'hui pour la vie humaine, eh bien je pose la question à nos magistrats, mais que faites-vous du droit à cette justice? On aborde ce point fondamental, la sécurité est-elle la dernière de nos libertés? J'ai envie de te répondre, Eric, la sécurité, nous l'avons perdue. Les gendarmes et les militaires de ce pays font un travail remarquable, les policiers, mais c'est toujours plus difficile. Et quid de la responsabilité des juges? Est-ce qu'on fait de la sécurité aujourd'hui ou est-ce qu'on met en place des milices? Moi, je pose la question Non, parce qu'aujourd'hui, bien sûr que non. Aujourd'hui, j'ai un Mais- faisceau de présomption. Je vais donner un exemple, par exemple. Là, ils viennent d'autoriser les drones au-dessus des manifestations. On est d'accord? Oui. Au-dessus des manifestations, c'est bien pour, c'est des très bien renseignements. pour contrôler les manifestants. On est Non. d'accord? J'ai du mal à comprendre que ces mêmes drones ont été interdits de passage au-dessus de la frontière franco-espagnole.
pour justement voir le nombre d'immigrés qui rentrent en France. Du même problème, cher Fillon. On parle d'un problème qui est étatique, qui fait que pour certaines choses, on met en avant la sécurité, alors qu'en fin de compte, c'est pas de la sécurité. C'est juste sur la surveillance. Non, et ça, c'est faux. beaucoup plus grave. Non, c'est faux. Et je vais t'en donner un deuxième exemple. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce que les gouvernements ont Y a mis pas en de place? police. Qu'est-ce que les gouvernements, je dis bien les, parce que là, je mélangeais la droite à vous, ont mis en place pour surveiller les agriculteurs? Pour surveiller, pas les agriculteurs, pardon. Pour surveiller ceux qui luttent contre l'environnement, comme l'association L214. Ils ont mis en place une brigade de gendarmerie pour surveiller ces gens-là. Ils font du renseignement. Mais peut-être qu'il y a des raisons Ça pour le s'appelle faire pas aussi, du cher renseignement, Ils font Julien. du bien renseignement, et ça ça, vient c'est de une la des missions surveillance. fondamentales de la gendarmerie nationale. C'est anticiper. Comment ça se fait, Hervé, que sur la manifestation là, des agriculteurs de la coordination je sais pas comment ça s'appelle, rurale, il y avait 10 policiers pour un manifestant? 10 policiers pour un manifestant. Excusez-moi. Parce que l'autorité politique et l'autorité préfectorale avaient largement surdimensionné le danger constitué par la CR. Est-ce que la gendarmerie, les policiers ne deviennent pas un instrument de pouvoir pour que ces gens-là puissent garder le pouvoir? De facto, de toute Mais façon. Philippe, c'est ce que nous ont reproché de nombreuses personnes anciennement des Gilets jaunes qui estimaient qu'ils avaient été victimes de violences. Et bien entendu, il y en a eu et nous ne les avons jamais refutés. Comment ça se fait? Excuse-moi, je t'interromps sur un sujet sur cette affaire justement. Comment ça se fait? Et là, tu parles à une ancienne figure des Gilets jaunes. On va en parler aussi dans le Comment sujet. ça se fait que la plupart des dossiers que les Gilets jaunes et Borgny ont portés devant la justice ont été classés sans suite parce que le motif du classement sans suite, on ne peut pas voir quels sont les coupables. Parce qu'on avait retiré les rios sur les gendarmes. Est-ce que c'est ça la justice? Non, ce n'est pas ça la justice. Pourquoi personne ne s'est élevé au sein de la gendarmerie pour dire que c'est anormal qu'on ne puisse pas porter notre rio? Non, ce n'est pas ça la justice, mais pour répondre par rapport aux milices, les milices, c'est ce qui risque d'arriver si l'État n'est plus en mesure d'assumer la première de ses responsabilités, qui est la sécurité. Donc oui, moi, tous les jours, je reçois des messages de personnes, de citoyens qui nous disent « Mon capitaine, que pensez-vous de l'inscription à un club de tir sportif pour pouvoir posséder légalement une arme? Que pensez-vous Vous m'avez dit Daniel Guichard, je lui avais dit ce que vous croyez encore vivre ensemble. Bien Je sûr. sais pas, moi je me suis inscrit à un club de tir. Pour pouvoir posséder légalement une arme de poing. Combien me disent aujourd'hui on va s'organiser dans nos villages, dans nos Mais c'est se villes? faire justice soi-même, ça. Eh bien entendu, si l'État n'assume pas ses responsabilités, si les places de prison ne sont pas construites, si les juges ne font pas enfin leur travail, eh bien il y aurait une justice alternative. Hélas. Les places de prison, je suis d'accord, mais pourquoi Mais on tu ne le remet dénonces, pas ça, ou tu... Ah oui, je le dénonce, bien sûr. Pourquoi on ne remet Parce qu'il y pas aura des injustices à ce moment-là qui seront perpétrées. Entièrement, en 80% d'accord avec ce que tu es en train de dire. Oui. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'en même temps, on remette des gendarmes de proximité. On Absolument. remette des gens qui soient sur le terrain et qui Ah, je puissent pense connaître qu'Alexandre est leur d'accord terrain. avec ça. Tout ce qui Parce peut que c'est aussi améliorer, important, et plus on mettra de gendarmes de proximité ou de police de proximité, moins on aura de délinquants. Philippe. Parce qu'ils connaîtront le terrain. Philippe, je me permets de te Aujourd'hui, répondre. on a des bureaucrates. Ça fait 40 années qu'on nous parle, et le président Macron lui-même et ses différents ministres... Tu parles de qui, là? Pardon, nous parle de remettre du gendarme sur le terrain. Enfin, il nous a parlé de ces 220 nouvelles brigades là. C'est de la poudre aux yeux. Jamais. Aujourd'hui, on a un mal de chien à recruter des gendarmes. C'est normal. C'est normal, oui, et ils démissionnent en masse. Ils sont assez bien formés. Ils sont bien sont de formés, moins oui. en moins bien formés. La scolarité en école dure une année. Sauf qu'aujourd'hui, notre gendarmerie représentative de la jeunesse de France et le niveau a considérablement Ils sont assez baissé. armés par rapport à la menace. Le niveau moyen de la jeunesse de France a quand même considérablement baissé. Aujourd'hui, tu ne peux pas écrire un texte sans 3, 4, 5, 6 fautes par ligne. C'est ça dont on parle. Une culture générale qui s'est nettement amoindrie. Tu parlais d'éducation tout à l'heure, on est dans la même logique. Mais si tu veux surtout remettre des gendarmes et des policiers sur le terrain, le point fondamental, et tu le sais, en qualité d'avocat, il faut absolument alléger la procédure pénale. Ça fait 40 ans qu'on parle d'alléger la procédure pénale. Le code de procédure pénale fait 3500 pages, Philippe. 3500 pages. C'est les gens eux-mêmes qui le demandent. Radouane, t'es bien silencieux jusqu'à maintenant. Moi, je souscris à tout ce que dit Hervé. merci. Non, mais objectivement, je souscris à tout ce que dit Hervé. Le problème, C'est formidable. Non, mais depuis tout à l'heure, on pointe le mauvais problème. On parle de la police, on parle des gendarmes, on parle des forces de l'ordre. En réalité, tout résulte de décisions politiques qui sont aujourd'hui défaillantes. Si un policier ou un gendarme exécute une chose sur le terrain et qu'elle est mal exécutée, on parlait de la coordination rurale, ça résulte de la préfecture et donc du politique. Oui. Nos policiers, nos gendarmes sont exemplaires et au quotidien,
je pense que tu voulais y faire un parallèle peut-être. Moi, je ne crois pas que les violences policières, ça existe. Ça n'existe pas. Tu rigoles. Non, ça n'existe pas. Il peut y avoir des policiers violents, mais il n'y a pas de violence policière. Si tu te fais péter la gueule par un boulanger, il faut on n'attend pas de violence Il faut boulanger. arrêter de C'est des faire cas- l'autruche. Non, Moi, je ne dis jamais. Je ne dis jamais Je t'ai laissé que parler, tout- s'il te plaît. Non, mais je peux pas te laisser dire ça. Quand tu as pété la gueule de Manuel Valls, on n'a pas dit qu'il y avait une violence généralisée du politique. Non, parce qu'il n'y a qu'un Manuel Valls. Non, mais il n'y a pas de violence généralisée. Redouane, on va parler vrai, les violences policières, elles sont rarissimes, Elles sont très mais elles rares. peuvent Mais c'est des cas- mais exister. c'est des cas isolés, ça n'existe Et je pas, me permets de les te rappeler que violences les policières. instances Des disciplinaires, brebis je me permets de rappeler que les instances disciplinaires de la gendarmerie nationale, l'inspection technique ou l'IGPN, sont extrêmement durs vis-à-vis des Très, très fonctionnaires. charge avec le fonctionnaire de police. Vis-à-vis des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie, extrêmement durs, répressives et à juste titre. Par contre, qu'en est-il des instances disciplinaires de la magistrature? Est-ce qu'on peut en parler? Quand est-ce que ces gens seront responsables de leurs décisions? Quand est-ce qu'un juge des libertés de la détention qui remet en liberté quelqu'un qui, le jour suivant, va tuer ou va violer, aura assumé la responsabilité de ses actes? Ça me scandalise. Tu peux pas dire que Adrien. Quelle est la principale faute, les deux principales fautes politiques qui ont conduit à cette persécution du peuple français quotidienne sur son propre sol? La Ve République, et un jour il faudra qu'on nous explique pourquoi, s'est donné pour objectif prioritaire de faire venir un maximum de populations non françaises, de les maintenir sur notre sol. On ne sait pas pourquoi, c'est devenu la ligne de tous les gouvernements. On évoquait pendant le budget, est-ce qu'il faut réduire tel truc, le budget de tel ministère, de tel truc. On n'a jamais évoqué ce qui nous coûte le plus cher, c'est l'assistanat multiculturel. Exact. Étonnant. Deuxième grande faute, on n'a pas conçu assez de prisons. Sarkozy avait fait un plan de construction de prisons. Hollande l'a arrêté. Voilà, il l'a arrêté. Macron a repris un peu le mouvement, mais c'est très tardif. Et c'est comme le nucléaire, quoi. C'est-à-dire qu'il prend des mauvaises décisions, puis après, quand on est devant le précipice, effectivement, on va peut-être changer de direction finalement. Mais les gauchistes caviar nous ont fait un mal de chien, bien entendu, je ne vais pas le nier. Tous ceux qui ne vivent pas la vie des Français, tous ceux qui ne savent pas ce qu'il en est de la vraie vie, des agressions, de la difficulté de clore son budget quand ils sont à sec le 5 du mois, qu'est-ce que ces gens-là connaissent de la vraie vie? Toi, tu les côtoies, ces grands politiques qui vivent dans leur monde, qui vivent dans leur bulle, qui ignorent ce qu'il en est du terrain, qui se gargarisent de ce qu'ils auraient pu faire et qui ne font jamais rien. Je suis d'accord avec toi, mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a autant de mecs de droite que de gauche dont tu parles. Mais absolument. Mais je ne le nie pas. Non, parce que tu as commencé par deux discours. Mais je par leur dire en sur veux les un gauchistes. peu parce que si Moi, ce n'est... les politiques qui n'ont jamais travaillé, je me bats contre ça. Oui. Mais il y en a autant à droite qu'à gauche. Manuel Valls n'a jamais travaillé. Je connais 80% des politiques en haut de l'échelle. Exact. Je parle en haut de l'échelle. Et ils sont qui tellement n'ont nombreux. jamais travaillé. Ils ont commencé. Et ce n'est pas un geste maçonnique. Oui, c'est marrant, j'ai pensé. J'allais la faire aussi. Juste un mot quand même, j'aimerais qu'on en parle. Est-ce qu'on peut parler de l'islamisme? Est-ce que vous trouvez qu'on lutte suffisamment contre en France? Hervé d'abord. C'est le cancer absolu. Alors soyons extrêmement clairs, j'ai beaucoup de contacts avec mes camarades policiers à ce sujet. C'est le cancer absolu, ça s'étend. Nous avons fêté les 10 années des attentats de Charlie Hebdo, suivis de tant d'autres. J'ai appris l'arabe à Saint-Cyr, je l'ai longtemps parlé, j'ai beaucoup fait de missions extérieures. Ce sont les frères musulmans, je les ai rencontrés. Ils ont un discours extrêmement franc. Ce qu'ils veulent, c'est le royaume de Dieu sur terre et ils ne renonceront pas. Ce qu'ils veulent, c'est nous imposer la charia, mettre un terme à toutes nos libertés. C'est un projet politique. Et il ne renoncera pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le moment venu, pouvoir avoir un parti islamiste, conquérir le pouvoir légalement, comme ils l'avaient fait au début des années 90 en Algérie, et ensuite abattre nos libertés. Et là, ce sera certainement la guerre civile que tu évoquais, que tu énonçais. Donc oui, ils me le disent, on a le temps pour nous, on ne renoncera à rien. En Syrie, en Afghanistan, on a vu ce qu'il en était. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, en Belgique, c'est catastrophique. Ils sont partout, ils ont infiltré toutes les sphères. Aujourd'hui, moi j'estime que nos politiques, tu évoquais le courage, tu évoquais la volonté de mettre un terme à ce qui nuit à notre peuple. Aujourd'hui, si peu est fait. Moi, je suis un partisan de la laïcité la plus stricte. Moi, j'estime que dans les quartiers, le port du voile islamique, ce qu'il faudrait faire de plus, C'est la cause de tout ça, cher ami. c'est faire respecter la laïcité. Par exemple.
La loi islamique, le voile islamique, moi je serais pour prohiber tout signe ostentatoire sur la voie publique. Kippa, voile, tout signe. Tout. Croix, kippa. Si tu le fais pour une religion, tu les fais pour toutes. Pour les trois religions Le catholicisme monothéistes. n'a pas le statut des autres religions en France. Le catholicisme, c'est la religion de la France. On ne peut pas invisibiliser le catholicisme en France. Ça, c'est Tu ne inadmissible. peux pas avoir de traitement autre que celui-là. Non, non. C'est pas Tu peux possible. avoir Adrien, la cause de tout ce que nous redis ce que tu viens de dire parce que Le justement, beaucoup de gens- catholicisme a une place. Et pour quelle raison Parce que c'est le catholicisme qui a fait la France. C'est comme ça. On est un État laïque aujourd'hui. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Attendez, C'est tout le problème. Et je vais vous dire pourquoi la Ve non mais tu République. parles de culturel, au sens culturel du terme, c'est comme les églises. Est-ce qu'aujourd'hui, pour donner plus de droits à la religion catholique en France Bien que les autres entendu. religions Mais soyons cohérents. La Ve République est laïque, d'accord? Quand elle voit cet islamisme grouiller, ben c'est pas un problème pour elle. C'est pas un problème. C'est la politique de la République depuis C'est vrai toujours. qu'en même temps, aussi, nos de lutter contre ostentatoires, le catholicisme dans croix, l'État c'est quand même assez public. léger, pardon, hein. Hervé. C'est La laïcité clair, c'est est la comparé, quand cause même. de tout ce que tu viens de décrire, cher ami. Dans les 2500 quartiers perdus de la République aujourd'hui, où tu as tout qui se mêle, le narcotrafic, l'islamisme, l'intégrisme, où ils ont fait leur propre loi, où les gendarmes et policiers reçoivent l'ordre de ne plus aller. Parce que mes camarades gendarmes ont l'ordre de ne plus s'y rendre, par peur de l'émeute, par peur de l'ordre qui serait remis en cause. Ça, c'est de la lâcheté. Et nos politiques, depuis si longtemps, depuis tant de décennies, ont été tellement lâches, ont accepté pour maintenir cette paix sociale qui aujourd'hui nous coûte Mais là, si pardon, cher. Alexandre Sabato, on a l'impression qu'Éric Zemmour est un petit peu plus actif politiquement que Marine Le Pen, non? Non, on continue ces d'être actif sujets-là. sur ces sujets. Moi, je dis juste Sur le là, sujet de l'islamisme. Pour la Non. parenthèse, si, sur l'islamisme, on en parle toujours. Le sujet, c'est Hervé que pendant Non, des années. non, attendez, non, mais je ça- finis juste. Pendant des années, on disait le RN, vous parlez que d'immigration, que d'immigration. Depuis 2022, on a eu la chance de montrer que le RN avait un programme économique sur le pouvoir d'achat, qu'on avait d'autres idées simplement que sécurité et immigration. Donc peut-être que oui, comme on a diversifié notre langage, on Non a mais eu attends, l'impression vouloir qu'on en vous parlait moins. normaliser, est-ce que vous craignez pas que, regardez, Hervé a pas cette impression? Non, et ce sont pas les échos que j'ai sur le terrain, et beaucoup s'offusquent que Mme Marine Le Pen et M. Jordan Bardella aient à ce point adouci leur discours en la matière, qu'ils aient sombré dans une forme de clientélisme qui nous coûtera beaucoup. Tu évoques le pouvoir d'achat. Tu évoques le pouvoir d'achat, beaucoup nous disent l'assistanat. Que faites-vous contre l'assistanat? Vous n'avez rien dans le programme économique du Rassemblement national qui permette de lutter contre l'assistanat qui nous coûte si cher. On viendra peut-être sur la crise de la dette qui risque de nous exploser au visage. Vous ne faites rien. Et aujourd'hui, l'assistanat et les déficits successifs que nous devons assumer depuis si longtemps vont avoir des conséquences dramatiques. Mais ça, on le sait. Hervé, moi, j'ai- Attends, j'aimerais laisser, parce qu'Alexandre a un petit retard de parole. Non, mais je veux bien entendre tout ce qu'on veut sur l'assistanat, mais dire que c'est l'assistanat qui a plombé les comptes publics, tous les ans, il y a 130 Oui. milliards de déficit budgétaire. Et la fraude. Donc c'est pas l'assistanat qui va tuer ça. Ça contourne Donc autour des dizaines de milliards d'euros. là-dessus, on n'est pas d'accord. Excuse-moi, là on voit aussi qu'il suit du terrain. Aujourd'hui, comment tu peux dire que l'assistanat, il faut arrêter? Moi, j'ai 5 millions de personnes aujourd'hui qui ne mangent pas à leur faim et qui sont dans les C'est dramatique. Il y a des personnes qui n'ont pas vocation à être en dans les France. banques alimentaires. Il y a Et des c'est pas personnes qui tous n'ont des pas Arabes. vocation à être en France. C'est aussi des Français. Et beaucoup de Français aussi crèvent de faim. La solidarité Donc, pour les Français l'assistanat, ne pose pas qu'est-ce de que tu problème fais aux si tu le Français. supprimes? Là, Non, je suis non, d'accord, mais c'est tu qu'il sembles pas faut comprendre. différencier deux choses. On est bien d'accord. Je pense qu'il faut juguler cette immigration de guichet social qui vient en France pour toucher les aides. Le RSA, vous vouliez en parler peut-être tout à l'heure, mais on avance le débat. Le RSA, n'importe qui, un étranger, peut toucher le RSA en France. Et dans ces conditions, il est évident que le système social français n'est pas viable. Mais c'est pas pour autant Mais pardon, qu'il moi, faut j'aimerais sacrifier revenir au toutes les sujet de avancées ce qu'on a premier faites. débat qui est la sécurité. Est-ce que malgré tout, pardon Alexandre, parce que tu le sais aussi que c'est un procès que beaucoup font au RN, d'avoir extrêmement normalisé son discours? Je dis pas que c'est ton cas, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, le RN a tellement normalisé son discours que finalement il ressemble aux autres partis, quoi? Non, je suis en désaccord. Dans notre programme, on montre les mesures qu'on a contre l'immigration, on montre les mesures qu'on a contre l'islamisation. Typiquement, nous, on veut un vrai respect de la laïcité. C'est respecté dans les écoles. Et là, je remercie les professeurs. Je suis allé à Creil, je suis élu à Creil, typiquement. Je suis allé dans une école, dans un collège. C'est le plateau de Creil, donc, qui est quand même très islamisé. On compte 5 mosquées là-bas, pour une petite ville de 30 000 habitants. Mais la laïcité, ils arrivent, et je remercie les professeurs, ils arrivent à la faire respecter au sein de l'école. À Creil. Et à Creil.
Et donc, il faut donner les pouvoirs Google vous écrit, chers amis. au gouvernement pour faire respecter ça, mais également dans la rue. Et ça, il me semble que c'est possible. Et deuxième chose, quand on parle de l'islamisme, aujourd'hui, on a vu là, les trois influenceurs algériens qui prenaient cette idéologie qui ont été arrêtés. Mais excusez-moi, mais les mosquées islamistes très radicales, on les connaît en fait. Et là, on attend juste le gouvernement qui demande aux gendarmes ou à la police d'intervenir pour faire fermer ces mosquées qui ne respectent pas la France. Ce n'est pas nécessaire de fermer les mosquées radicales. Tout simplement, dans des mosquées dites non radicales, des mosquées classiques, il y a de réels problèmes. Aujourd'hui, il est avéré que ces trois influenceurs algériens propageaient des messages de haine et étaient des sortes d'envoyés de l'Algérie pour déstabiliser la France. Or, ce matin, je lisais une enquête, je crois que c'était dans le Figaro. Enfin, je lisais peut-être ça il y a 1 ou 2 jours. Je lisais ça dans le Figaro. C'est des gens qui ont des contacts directs avec la Grande Mosquée de Paris. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris est le meilleur ami du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, et il a relayé la campagne de Tebboune en France. Il y a des milliers d'élus franco-algériens, je dis bien des milliers, je pèse mes mots, des milliers, des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, des députés qui se sont engagés en France à relayer auprès de la diaspora algérienne, à relayer la propagande de l'Algérie et donc du président algérien. Donc il y a plusieurs problèmes qui se posent. Les ingérences de l'Algérie, qui est un pays qui ne nous respecte pas. D'ailleurs, ayons une pensée pour Boualem Sansal. J'allais le dire, depuis 50 jours pour une interview. On va être très clair, Redouane, on a un vrai problème avec l'Algérie. C'est incontestable. Alors bien entendu, la loi de 1968, nous la connaissons tous ici. Les flux financiers Western Union, quand y mettons un terme, quand ferme-t-on leur consulat, quand a-t-on une position rigoureuse en termes des demandes de visa. Aujourd'hui, le gouvernement français est faible, est impuissant pour des questions de gaz. On accepte tout pour une question d'approvisionnement en gaz. C'est bien ça dont on parle. Et notre compatriote que personne n'oublie, Boualem Sansal, emprisonné parce qu'il a mis en cause cette dictature. Boualem Sansal qui disait, lui, musulman, fermez les mosquées de France parce qu'un fidèle peut prier chez lui. Un fidèle peut prier chez lui. Comment faisait-il avant ? Avant, il priait chez eux, mais parce qu'ils ont fait des prières de rue, vous avez cédé, vous avez manifesté votre impuissance, votre faiblesse. Les relations internationales, je les ai assez étudiées. Les relations internationales entre États, c'est un rapport de force. C'est uniquement un rapport de force. Et si vous êtes faible, vous perdez. Et le gouvernement français, la République a toujours été faible vis-à-vis de l'Algérie et vis-à-vis des pays du Golfe. Donc ça suffit. Il s'est affaibli sur Macron en matière de diplomatie. Macron a quand même réussi un exploit, se fâcher avec l'Algérie et le Maroc. Normalement, ça n'arrive jamais. La question de l'Algérie et des pays du Golfe n'est pas tout à fait la même. Absolument. Il y a quand même une grande différence, c'est que les pays du Golfe, ils passent pas leur temps à insulter la France. C'est vrai. Et le pouvoir algérien multiplie les provocations et les insultes contre la France. Là encore, il y a le président algérien qui demandait de faire une statue d'un héros algérien en plein Paris, je crois. Et là, on n'entend jamais un membre de la classe politique française s'insurger contre les provocations du FLN. Jamais on en Je te rappelle que les pays du Golfe financent le terrorisme. Financent le terrorisme, disons-le clairement. Après, entre problème ne justifie pas entre Maroc et Algérie, j'ai servi avec les Nations Unies pendant 6 mois au Sahara occidental. Donc c'est un dossier que je connais extrêmement bien. J'ai passé 3 mois avec les combattants du Front Polisario et 3 mois avec l'armée marocaine. C'est un problème qui est inextricable, qui ne pourra être solutionné que si l'on favorise une mainmise du Maroc sur ce territoire anciennement espagnol, au grand détriment de l'Algérie. Et j'espère que ce sera le cas. À 10 000% là-dessus. Hervé Moreau, avant de clore ce premier débat, on dit souvent que vous êtes, je crois, le gendarme le plus connu de France après le regretté colonel Arnaud Beltrame. C'est une fierté ? C'est un devoir par rapport à mes frères et sœurs d'armes. C'est un devoir que de les défendre lorsque je suis invité dans une émission comme celle-ci, de faire valoir leurs immenses mérites, leurs immenses capacités. Ce sont des personnes qui sont en première ligne sur le terrain, qui font beaucoup de sacrifices pour tenir la baraque. C'est toujours plus difficile. Quelquefois, certains se comportent mal, et je ne le nie pas, Philippe, mais ils sont punis en conséquence. Pour l'immense majorité d'entre eux, ce sont des femmes et des hommes remarquables, qui donnent tout, qui sont désintéressés, qui font de leur mieux pour qu'on puisse vivre aussi bien que possible dans un pays aujourd'hui qui est d'envoi d'ensauvagement, parce que les politiques n'ont pas fait ce qu'ils devaient, parce qu'ils ont manqué de pouvoir, de courage, de volonté, parce qu'on en subit aujourd'hui des conséquences tous les jours. Donc oui, je suis fier de les défendre chaque fois que la possibilité m'en est offerte. J'ai aujourd'hui
Et c'est le gros avantage de la réédition de Vérité d'un capitaine de gendarmerie par les éditions Magnus. C'est un ouvrage infiniment plus abouti qui a été nourri par toutes les réflexions, tous les messages que m'ont fait parvenir mes frères et sœurs d'armes. Ils sont extrêmement nombreux. Ils me disent tous les jours, vous êtes l'un de ceux qui nous défendent et vous êtes tellement rares à nous défendre par rapport à ce que devrait faire la hiérarchie, la très haute hiérarchie gendarmerie. C'est la culture au sein de la gendarmerie nationale, c'est la culture du pas de vague. Et on en a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'être encouragés. Je ne reviendrai pas sur le nombre de suicides qu'on doit déplorer au sein des forces de l'ordre, mais il est très élevé. Un gendarme ou un policier qui décide d'en finir avec l'existence, parce qu'un certain nombre de facteurs se sont agrégés, le fait d'être confronté toujours à la noirceur de l'âme humaine, aux cas les plus sauvages, et aujourd'hui c'est le cas partout, associé également à un manque de soutien, de compréhension de l'institution et de la hiérarchie, associé à trop de dossiers qui doivent être gérés et menés de front, conduit à cet état de fait. Ou étouffé. Non, ils ne le sont jamais, Philippe. Mais ne dis pas ça. Non. Ne me dis pas ça, j'ai les Pas à preuves. ma connaissance. J'ai un gendarme. C'est infinitésimal. Mais même si c'est infinitésimal, les affaires sont tellement grosses des fois que ça ne devrait pas exister. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais je refuse Mais toi, tu parles aussi bien d'affaires financières. Financières, mais sexuelles. Oui, non, d'accord. Mais là, j'ai un dossier dont j'ai géré où le gendarme a été multé avec son dossier en Corse pour pas qu'on en parle. J'ai un dossier où un gendarme avait traficoté avec un maire d'une ville, et c'est le gendarme qu'on a muté, et on s'est surtout pas occupé de l'affaire. Donc il faut pas dire. Moi, je respecte les gendarmes. J'adore les gendarmes. C'est rarissime. Mais j'aimerais bien que les gendarmes, un peu plus, soulèvent la table et la foutent en l'air et refusent d'obéir à des ordres à la con qui les obligent à faire des missions qui ne sont pas leurs missions. Et ça, c'est un gros problème. C'est exact. C'est exact. Et à ceux qui disent que tu peux alimenter un discours populiste, tu leur réponds quoi ? Non, moi je suis partisan de la sincérité la plus grande. La vérité effraiera toujours ceux qui veulent qu'elle soit tue, ceux qui veulent qu'on ne sache pas. Moi, tu sais, je vais te dire une chose, Eric, qui est très importante. Un militaire, un soldat qui risque sa vie, il ne triche pas ou il triche peu, pour l'essentiel d'entre eux. Quand tu as entendu les balles siffler, quand elles t'ont frôlé, quand tu as risqué ta vie plusieurs fois pour quelque chose qui te dépasse, pour lequel tu crois profondément, quand tu as la passion de la France et que tu te donnes totalement à cette France, parce que tu crois en ce que tu fais, parce que tu crois en les gens que tu protèges, eh bien, tu ne peux pas avoir de telles accusations. Tu portes la vérité et tu t'y tiens. Eh bien, en tout cas, ce sera le mot de la fin de ce premier débat. Vous restez bien sûr avec nous. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort quelqu'un qui est à distance, mais qui nous a envoyé des dessins. C'est Ignace, notre caricaturiste en ligne. On va dire là, en ligne aujourd'hui. Alors, tout d'abord, sa production, là, quand même, pendant l'émission, l'exécutif veut des forces de l'ordre irréprochables. C'est pour ça qu'on a mis au placard ce malpensant de capitaine Moreau. Voilà pour toi, mon cher Hervé. Macron aime tellement le maintien de l'ordre que je veux le faire respecter sur le front ukrainien. Pourquoi occulter l'existence des gangs pakistanais ? Parce que ça favoriserait le populisme et la pédocriminalité, ça reste un moindre mal. Bravo. Lutte contre l'insécurité, l'exécutif fait-il le job ? On a quand même séquestré des agriculteurs en colère à Paris. On peut l'applaudir bien fort. Et on peut rappeler le soutien qu'on porte évidemment aux agriculteurs. Comment traiter le cas Sarkozy à coup de Karcher ? On peut l'applaudir bien fort. Non, il a été particulièrement productif. Excellent. 10 ans après l'attentat, ni Charlie, ni Charia, je suis TVL. Ça, c'est vrai que celui-là, on peut l'encadrer. La délinquance gangrène la société jusqu'à nos chefs d'État. Et on devine que c'est Nicolas Sarkozy qui est caricaturé. Enfin, le dernier pour ce premier débat. Après l'ouragan à Mayotte, quel est l'effet Retailleau ? Que du vent. Voilà. On se retrouve dans un instant. Vous ne bougez pas. Tout de suite pour le second débat. La France au bord de l'embrasement social. Faut-il craindre une révolte sociale cet hiver ? Que penser de la réforme du RSA ? Que reste-t-il des mobilisations des Gilets jaunes et des agriculteurs ? La société française est-elle au bord de l'implosion ? Voilà, alors un second débat qui promet, je pense, d'être aussi animé que le premier. D'ailleurs, les deux sont peut-être liés. Justement, on va parler de cette France au bord de l'embrasement social. Et merci encore à Charles Mathieu de déboucher les bouteilles. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez
de l'état social de la France, tout ce qui est là sur ce plateau? Tout d'abord, Hervé, bien sûr. Il est catastrophique. Il est catastrophique. Comme l'état sécuritaire. Hein. Comme l'état sécuritaire, hélas. On aurait pu... Sur cet état sécuritaire, on a évoqué beaucoup de choses et pour y mettre un terme, on n'a pas évoqué la délinquance des mineurs. La majorité pénale à 15 ans, Dieu sait qu'elle serait nécessaire. Bien sûr, les peines planchées, indispensables, au-delà de la systématisation des petites peines. Mais pour en venir au peuple de France, il souffre, c'est catastrophique. Je ne sais pas s'il y aura à terme un embrasement du type de celui qu'on avait connu avec les Gilets jaunes, sur fond d'augmentation de la fiscalité sur le carburant, sur fond de durcissement du contrôle technique. Tu le souhaites, toi, Philippe? Alors moi, je souhaite... un retour parce que les Gilets jaunes, les Gilets jaunes, je peux en parler, j'en ai fait partie, et à un certain niveau. Je le souhaite, malheureusement, je pense qu'ils ont tout fait. Possible sur Non. toi? Non. Tout a été fait pour que ça ne soit plus possible. Non. Je rappelle quand même que M. Macron a renforcé à mort les chars anti-émeutes. Ils ont acheté pour 91 millions d'euros de grenades lacrymogènes. Donc les systèmes qu'ils ont mis en place, et moi je l'ai vécu de nassage, des manifestations pendant 3 heures pour bien énerver les gens, etc. On pourra plus se battre dans la rue aujourd'hui, malheureusement. Il faut qu'on trouve d'autres systèmes de bagarre. Donc la résurgence des Gilets jaunes, avec l'infiltration qu'il y a eu de certaines personnes dans les Gilets jaunes, et le fait que pas de chef, pas de machin, pas de bidule... Les infiltrations de qui? De certains services. Tout à l'heure, on parlait de gens... Ce qui a fait chuter les Gilets jaunes, c'est pas l'infiltration des services, c'est l'infiltration des gauchistes. Qui a détourné le mouvement de son... Adrien, pas que les gauchistes. Quand j'ai vu des gendarmes, et moi je l'ai vu de mes yeux, laisser passer 50 Black Blocs, tout de noir vêtus, des gendarmes. On est d'accord. Et ben ça, là-dessus. c'est pas des gauchistes, c'est bien Mais il y a l'État. une complicité de l'État. C'est bien l'État, on est bien d'accord. de l'État. Et dans les gauchistes, excuse-moi, qui sont tous infiltrés, il y a aussi des mecs d'extrême droite. Ah bien sûr. D'accord. Donc, Bien sûr. Moi, Non, je suis contre les gauchistes, mais je suis franchement, contre les mecs d'extrême Il y a droite une aussi. infiltration d'extrême droite des Gilets jaunes. Un petit peu. Non, Déjà, il passe y a un eu petit des peu. nationalistes présents dans les premiers actes. Il y a eu des nationalistes présents dans les premiers actes. Ils se sont fait chasser par la violence, à la fois par les gauchistes et à la fois par la police, parce que quand ils se regroupaient le matin, les groupes dits d'extrême droite, c'est marrant, là, les policiers avaient les adresses, ils avaient les lieux de rendez-vous, ils allaient les coffrer. Les gauchistes, comme tu le soulèves, eux n'avaient pas ça. Donc il y a une collusion entre les Black Blocs et les Gilets jaunes, et j'insiste, c'est cette infiltration des gauchistes, des Gilets jaunes qui a détourné le mouvement. J'en veux pour preuve, cher Philippe, que les Gilets jaunes, initialement, étaient une révolte fiscale, et qu'au fil des semaines, ils réclamaient des nouveaux impôts. Non, écoutez, soyez sérieux. Moi, Non, mais c'est exactement ça. Le mouvement des Gilets jaunes, à la base, c'est du pouvoir d'achat. C'est des Français qui voulaient tout simplement vivre de leur travail. Et l'extrême gauche s'est infiltrée et on est arrivé avec le SMIC à 1 600 euros. Bref, finalement, ça se rapprochait de plus en plus avec le programme de Jean-Luc Mélenchon. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est le constat de l'échec d'Emmanuel Macron pendant 7 ans. 2018, il a les Gilets jaunes, il a les agriculteurs l'année dernière, il a eu également la révolte des banlieues. C'est l'échec de la politique d'Emmanuel Non, Macron. c'est pas fini. Les agriculteurs vont peut-être revenir quand même là. Hein. Ils sont au port de Paris. Bien sûr, parce que Cela dit, il y a eu une manifestation il y a 2 jours à Paris. La coordination rurale s'est réunie et la seule réponse de l'État, c'est de leur dire attention, tenez-vous bien, sinon vous allez finir en garde à vue. J'aimerais bien que l'État soit d'autant plus ferme. Tu es solidaire des agriculteurs, Hervé? Moi, je suis totalement solidaire des agriculteurs parce que je les vois quasiment tous les jours. Je suis tous les jours dans les vignobles, je Parce que discute. tu es toi-même d'ailleurs. Je suis ouvrier viticole, donc par rapport à la France qui galère, la France qui tente de survivre, parce que c'est ça dont on parle. Hein. Et un ouvrier viticole qui boit de l'eau. Qui boit de l'eau, absolument. Mais effectivement, en tout cas, je fais un effort pour l'émission. Mais combien savent que le SMIC, c'est 1 426 € net par mois, 9,40 € de l'heure. C'est ce que je gagne. Voilà ce qu'elle est ma rémunération dans les parcelles de vignes en France, aujourd'hui, au mois. Et tous mes camarades... Et tu as une retraite quand même. Et pour près de 20%, oui, absolument. J'ai une retraite des forces armées. Ma retraite est de 2300 € net par mois. C'est une grosse retraite. Mais à compter du moment où j'ai échoué aux législatives, je me suis attaché à vivre la vie des Français. J'ai voulu faire les métiers qui soient les plus difficiles. J'avais réfléchi à être ouvrier à la chaîne, travailler de nuit. J'avais réfléchi au fait d'être manutentionnaire. Et je me suis dit, dans la circonscription beaunoise, eh bien, deviens ouvrier viticole, est froid et mal au dos, prends la flotte. Et effectivement, je recommande à tous nos politiques, ça fait pratiquement 2 années que j'y suis, je recommande à tous nos grands politiques qui n'ont jamais travaillé, qui ignorent ce que c'est que la valeur travail, alors qu'ils en parlent tant, allez vivre la vie des Français. Et pas seulement 5 minutes pour la photo.
Tu veux dire qu'il y a des leaders de partis politiques qui n'ont jamais travaillé? C'est ça que tu sous-entends? Oui, je sous-entends qu'il y a des leaders de partis politiques qui n'ont jamais travaillé. S'ils avaient su ce que c'était que de galérer, que de survivre avec un SMIC, ça leur aurait remis les idées en place et ils nous auraient sans aucun doute mieux gouverné. Alors pour revenir aux agriculteurs, oui, ils sont en ce moment désespérés parce que, hélas, les évolutions, les bouleversements que nous avons connus, ce choc qu'a été la chute du gouvernement Barnier, tu peux l'approuver en attendant. Tu la regrettes, toi, cette chute de Barnier? Moi, je trouve qu'on a besoin de visibilité. Moi, je n'aime pas M. Barnier. C'est un homme que je n'aimais pas. Moi, j'estime qu'on a besoin, les entrepreneurs, ceux qui créent la richesse, ont besoin de visibilité. Aujourd'hui, c'est extrêmement anxiogène. Et la censure a rajouté beaucoup d'anxiété et beaucoup de crainte vis-à-vis de ce qu'il risque d'arriver. Un budget de gauche. Moi, je suis commissaire des finances. J'étais à l'Assemblée nationale pendant toute la discussion du budget. Il y avait toute l'extrême gauche qui était présente et il y avait sur les bancs macronistes et des LR, ils étaient 2 côté LR et une dizaine côté macroniste. C'était le RN qui bloquait les taxes supplémentaires qui allaient accabler les Français. Donc à un moment, vous expliquez que Barnier donne une direction, mais excusez-moi, mais moi quand ma voiture va dans le mur, je préfère l'arrêter plutôt que de continuer. Je vais plus loin, moi qui suis un type de gauche. Je regrette. T'es nouveau de gauche? Mais non, je suis Radical de gauche. Non, je ne suis plus radical. Je dis je suis un type de gauche, mais pas au sens où on parle de la gauche caviar ou de la gauche Mélenchon. Ça veut dire quoi être de gauche aujourd'hui? Ça veut dire que je ne peux pas être de droite totalement. Donc je reste de gauche du côté du peuple et du côté du partage et non du profit. Mais par exemple, toi, tu considères que le RN c'est encore un parti d'extrême droite, pardon? Non, pas du tout. Je suis... disons que je ne suis pas de droite comme la plupart des gens qui sont dans l'Assemblée. Je ne suis pas de la gauche révolutionnaire. Je ne suis pas de la gauche à la con comme on en voit trop aujourd'hui. Moi qui suis de gauche, je défends le fait qu'il y ait eu une motion de censure et je regrette qu'ils ne se soient pas alliés avant pour faire tomber ces putains de gouvernements de macronistes. Donc moi je ne mets pas ça au niveau d'un parti, le Parti communiste avec le RN. Il fallait faire tomber ce gouvernement de merde. Ils l'ont fait, tant mieux. Et ils auraient dû le faire. Voilà. Et ça aurait dû être fait avant parce que je vous rappelle quand même que les motions de censure, il y en a plein qui ont été déposées. À un moment donné, il faut passer par-dessus les clivages, il faut passer par-dessus les partis. Une motion de censure, c'est quoi? C'est devant un fait inacceptable. Et là, c'était le budget. Mais il y a eu d'autres faits inacceptables. Vous pensez qu'ils peuvent tomber tout de suite, je regrette, étant plus de gauche que le RN, qu'on soit clair, que l'émotion de censure n'ait pas été votée plus tôt. Parce que quand tu as des gens gouvernement, je rappelle, et je rejoins ce que tu es en train de me dire, rappelez-vous quand même qu'il y a eu 21 ministres sous un gouvernement précédent qui étaient millionnaires. Rappelez-vous qu'aujourd'hui à l'Assemblée, rappelez-vous, non mais je parle, quand tu es millionnaire et que tu commandes à des gens de baisser de 5 € leurs APL, à un moment donné, ça commence à être bon. Quand tu sais qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a plus qu'un ouvrier, il n'y a plus qu'un ouvrier. Tu te poses quand même des questions. J'en connais au moins 3. Philippe, tu as partiellement raison. Comme toi, tu avais partiellement raison tout à l'heure. Et je te remercie. Et un des grands mots de la France, c'est la raquette fiscale, c'est la pression fiscale. À croire que dans ce pays, on n'a pas le droit de s'enrichir. Dans ce pays, on n'a pas le droit de créer. La pression fiscale pour qui, Hervé? Eh bien, la pression fiscale pour une trop grande marge de notre population. Dont on vient de découvrir avec les milliards qu'il a dans son compte. C'est trop facile. Qu'il utilise un cuisinier payé par Dior. Moi, je vais te répondre, c'est trop facile. Parce que ceux qui créent la richesse dans ce pays, ceux qui emploient, ceux qui développent, ce sont ceux qui créent de la richesse et ce sont ceux qui entreprennent. Et le racket fiscal, qui que nous soyons dans la strate, aujourd'hui, on en subit les conséquences. Et ça, ce n'est plus tenable. Aujourd'hui, Hervé, un salarié paye plus d'impôts qu'un milliardaire. Et ben donc il est racketté fiscalement. Il est racketté fiscalement. Un salarié. Et c'est plus tenable. Le premier racket fiscal, c'est le pseudo-impôt sur le revenu. Mais surtout, je vais te dire, on va non, mais là où je vais abonder un peu dans le sens quand même de Philippe, ce qui serait peut-être bien, c'est de rappeler à certains milliardaires aussi que le patriotisme économique, ça existe. Et qu'avant de donner des leçons à tout le monde, quand on est à Londres ou à Bruxelles, on peut peut-être revenir donner des exemples de combats dans le pays dans lequel on est. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal, voilà. Pardon, mais Adrien. Parce que c'est trop facile d'attaquer, entre guillemets, du racket fiscal, mais pas bien ciblé. Aujourd'hui, c'est combien aujourd'hui l'optimisation fiscale, la fraude fiscale? Je le sais. C'est différent, l'optimisation et la fraude. Non, c'est deux choses. Non, c'est différent. C'est un mot. Non, l'optimisation. Quand tu as le bon avocat, c'est l'optimisation. C'est à la portée du français moyen. Mais Philippe, pardon, Philippe, à ce moment-là, Redouane, quel gouvernement aura le courage de supprimer toutes les niches fiscales? Parce que ces niches fiscales existent pour allouer l'économie là où l'État veut qu'elle soit. L'État gère mal
L'État investit mal, l'État dirige mal. Quand aura-t-on moins d'État? Parce qu'on crève dans ce pays du poids de l'État, qui revienne à ses fonctions régaliennes et tout ira mieux. Quand est-ce qu'un gouvernement français aura le courage de taxer les entreprises quand ils travaillent en France mais qui s'immatriculent en Irlande, de faire payer des impôts irlandais plutôt que des impôts français? Quand est-ce qu'ils auront le courage? C'est exact, c'est vrai. Et là, je vais te dire, et là, il y a de l'argent récupéré que tu peux insuffler dans l'éducation. Ce que tu Adrien, soulèves n'empêche pas que, de facto, la France est le pays le plus taxé au monde à peu de choses près. Oui. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et ça commence avec l'impôt sur le revenu, qui est un scandale. L'impôt sur le revenu est un scandale. Tu sais quel est le pays qui taxait le plus au monde? Dis-moi donc. L'Amérique. L'Amérique. L'Amérique a été jusqu'à taxer à 90% les entreprises. Ce que je te dis est factuel. Et pourtant, l'économie américaine. Adrien, c'est vrai que tu vas un peu fort. Toi, quand tu considères, tu me dis que le RN est un parti plutôt un parti de gauche, c'est ça? Ah bah écoutez, ils votent la retraite à 60 ans. Ils sont pour la propagande LGBT. Ils votent pour la constitutionnalisation de l'avortement à la. Mais sur c'est vrai. Je suis peut-être victime d'hallucination, mais bon. Il va y avoir un débat là entre les deux. Le plus grand scandale, selon moi, du RN, pardon, cher monsieur le député, c'était le vote de la constitutionnalisation de l'avortement dans. C'est le crime des crimes, si vous voulez. Il faut arrêter. Non, il faut commencer. Alexandre répondre à ces accusations. Et l'avortement a des conséquences qui font déprécier toute la société, y compris économiquement. L'amputation démographique que nous subissons à cause de l'avortement détruit et aussi l'économie de la France. Bataille de Verdun, 170 000 morts. Avortement, 220 000 morts par an. C'est pas une comparaison. C'est une comparaison. Ce sont des amputations démographiques, ce sont des comparaisons. Radouane qui n'a pas beaucoup parlé. Tu as le droit de le penser, mais c'est honteux comme comparaison. En 2025, aujourd'hui, il y a des avortements de confort, c'est la réalité. Je crois que c'était une expression qui était utilisée par Marine Le Pen. Il y a des avortements de confort et il faut les limiter. C'est la réalité. Par contre, aujourd'hui, les femmes ont le droit de se faire. Les femmes, oui, les femmes. Non, c'est faux. Non, c'est pas comparable. C'est totalement faux. C'est totalement faux ce que tu dis. C'est totalement faux ce que tu dis. Factuellement, c'est faux. Tu ne peux pas comparer des personnes viables et vivantes qui sont mortes et puis des fœtus. Je le regrette. Moi, je suis moralement. C'est une vie, c'est une âme. Je suis moralement contre l'avortement, mais je suis pour que les femmes puissent disposer librement de leur corps. Quand elles tuent leur enfant, c'est pas de leur corps qu'elles disposent. C'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Elles tuent leur enfant. Ce n'est pas comparable. Bien sûr que si. Pour l'essentiel des femmes, l'avortement est une souffrance. On va dire les choses telles qu'elles sont. Pour l'essentiel des femmes, l'avortement est une souffrance. Une femme qui se serait fait violer, elle n'a pas le droit d'avorter? Parce que toi, tu es contre l'avortement, visiblement. Oui, je suis contre l'avortement. Une femme qui se fait violer ne devrait pas avorter? Non, elle est sous X. Non, mais c'est scandaleux. C'est honteux de parler comme ça en 2025. C'est pas le sujet principal de ce débat, donc on va vous laisser débattre hors Je vais antenne. te dire une chose. Bien sûr. Pour l'agriculture. Allez, on revient à l'agriculture. Je vais te dire une chose, Eric, qui est très importante. Ce que me disent mes camarades agriculteurs tous les jours que Dieu fait, quelles que soient les conditions, ils me disent, Hervé, qu'ils nous laissent travailler, qu'ils nous laissent produire. Et tout ira bien. Aujourd'hui, ils me disent, les organismes d'État... Donc la colère des agriculteurs, tu la trouves légitime? Je la trouve légitime. La DDTT, la DDP, la SDE, la DREAL, Pourquoi la le pouvoir DRAF. politique, il n'est pas plus à leur chevet alors? Parce que le pouvoir politique ne les comprend pas. Parce que le pouvoir politique s'ingénie à leur rendre la vie toujours plus difficile. Ce sont des hommes remarquables. Alors, je vais te dire, dans mes fonctions, ce sont des gens que j'ai beaucoup pratiqués dans une circonscription rurale. Ils sont résignés, les gens? Ils sont résignés, ils ont de grandes difficultés, mais ce sont des travailleurs. Ils bossent, ils travaillent dur, ils ne cèdent pas, ils ne renoncent jamais. Ils ont un courage extraordinaire. Moi, j'ai dû faire avec mes hommes des saisies de troupeaux. Et tu fais des saisies de troupeaux avec les organismes de l'État quand ils n'en peuvent plus, quand les bêtes divaguent, quand elles sont maigres, quand ils n'ont plus les moyens de leur donner de quoi subsister. Mais ce sont des gens qui ne demandent pas d'aide, qui sont fiers, qui aiment leurs bêtes passionnément, mais qui ne demandent pas d'aide, qui sont résilients, à la différence d'une frange non négligeable de la population française qui vit de l'assistanat. Ces gens-là ne demandent pas d'aide, ils vont jusqu'au bout. Donc j'ai dû faire des saisies de troupeaux. Et lorsque tu vas saisir un troupeau, que tu vois un vieil agriculteur de 70 ans, 75 ans quelquefois, qui pleure, eh bien je peux te dire que ça te prend les tripes. Quand tu vas sur le suicide d'un autre et que tu le vois au bout de sa corde, pendu, parce qu'il n'y arrivait plus, eh bien tu te dis, ces gens méritent
Tous les efforts du gouvernement français méritent toute notre attention, méritent d'être encouragés parce qu'ils permettent de nourrir ce pays, parce qu'ils font de leur mieux, parce qu'ils produisent proprement et qu'on ne cesse de les emmerder avec des normes toujours plus contraignantes. Aujourd'hui, il me disait, on n'a plus que 8 molécules Hervé, 8 molécules en France pour réussir à désherber. Pour les céréaliers, orge et blé, c'est fondamental. Si on leur supprime encore ces molécules, ils n'arriveront plus à désherber, ça va être un problème mondial. Et ils se battent contre l'écologisme, contre l'agribashing, alors qu'ils ont des mérites remarquables. Ils ont besoin de soutien. C'est l'Union européenne aujourd'hui qui L'Union parasite européenne, davantage il est vrai, le Mercosur, c'est de la blague. Le Mercosur, c'est des distorsions de concurrence. Totalement. Faudrait peut-être en sortir de l'Europe, non? Ils ne le savent même plus. Ils ne le savent même plus. Prends en région Bourgogne-Franche-Comté où je suis domicilié, c'est d'une honte absolue. C'est une honte absolue. Bon, bah, on va vous laisser. Hein. Voilà. C'est une honte absolue parce que les fonds européens qui devaient être alloués aux agriculteurs ne le sont plus parce qu'ils ont un retard. Est-ce qu'il y a honteux. encore un peuple français, un peuple de France? Oui, il y a un peuple de France, bien sûr. Il y a un peuple fier, courageux, travailleur. Il y a une partie de cette France qui aujourd'hui s'en détache parce qu'elle a le culte de la paresse, disons-le, parce qu'elle est assistée, parce qu'elle laisse les heures turbiner. Tous les matins, quand je vais bosser, moi j'envoie à leurs fenêtres qui se disent va bosser, va nous payer notre RSA, alors que je les sais en parfaite santé, alors qu'ils ne veulent simplement pas contribuer à l'effort commun. Alors moi, je fais de mon mieux, modestement et humblement, pour porter la valeur travail, pour montrer l'exemple sur une activité qui est difficile, qui est nécessaire. Mais mes camarades propriétaires des domaines désespèrent de trouver de la main-d'œuvre. Ils n'en trouvent pas parce que, en dépit de la kyrielle d'offres d'emploi, alors oui, c'est un travail difficile, je l'ai précisé. Oui, c'est mal payé souvent, c'est vrai lorsque tu n'es pas qualifié, mais néanmoins, c'est du travail, c'est de la main-d'œuvre. Mais si les employeurs peinent à recruter, il y a deux problèmes. Déjà, la pression qu'on a sur les entreprises et les employeurs qui ne peuvent plus recruter. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et l'autre problème, évidemment qu'il y a de l'assistanat dans ce pays et il faut faire la différence entre ceux qui ne peuvent pas et ceux qui ne veulent pas travailler. Exact. Et aujourd'hui, il y a la tentation de ne pas aller travailler. Quand vous voyez que vous allez aller travailler, tu as dit que tu gagnais 1 400 € approximativement. 1426 €, oui. Il y a des personnes qui peuvent rester aujourd'hui chez elles, percevoir des allocations, avoir des enfants et gagner quasiment autant, voire parfois plus. Oui, donc il y a une tentation à ce niveau-là et c'est cette tentation qui est honteuse. Il y a une tentation à l'assistanat. L'assistanat, c'est le cancer de notre société. L'assistanat nous tue et pour pouvoir de nouveau demain créer de l'emploi, il faut Comment faire pour renouer avec une cohésion sociale? Il faut endiguer sociale l'assistanat et surtout il faut détacher cette pression fiscale qui pèse sur les grandes entreprises. La valeur travail est fondamentale pour la cohésion sociale. La valeur travail est fondamentale. Tous d'accord là-dessus? Si les salaires sont si bas, c'est aussi parce que les cotisations sociales sont si hautes. Mais elles sont très, très Et hautes. pourquoi elles sont hautes? Exact. Pourquoi elles sont hautes? Parce qu'on entretient un assistanat de personnes qui n'ont pas forcément vocation à vivre en France. Oui. La solidarité, oui. La solidarité, oui. L'assistanat, non. La Et réforme depuis des 40 retraites, ans. par exemple, un autre sujet là, bien explosif. Vous en pensiez quoi de la réforme des retraites? Mitigé. Moi, je pense que ceux qui ont accepté que l'âge légal de départ à la retraite passe de 65 à 60 ans, il y a plus de 40 ans de cela, n'ont pas vraiment réalisé les conséquences de leurs actes par rapport à ceux qui suivraient. Alors, je ne me semble pas qu'un seul d'entre eux ait manifesté et ait été contre. Moi, je suis entré modestement en politique, brièvement, sans parti, parce que je voulais me soucier de ceux qui nous suivaient. Parce que moi, ma préoccupation première, après avoir connu la nature humaine dans sa dimension la plus noire, après avoir côtoyé tant de victimes, après avoir dû affronter tant de douleurs, je me suis dit, les choses doivent changer. On a besoin d'une autre société que celle-là. Est-ce que tu ne serais pas quand même plus utile à la société, justement au sein d'un parti politique? Finalement, tu as un peu renvoyé dos à dos tous les partis que je citais, le RN, Reconquête. C'est quoi le principe? Pourquoi tu n'essayes pas de faire changer les choses à l'intérieur, au sein d'un parti, quitte à pas être d'accord, forcément? Eh bien, Eric, au risque de te surprendre, beaucoup m'ont dit le fonctionnement est antidémocratique dans les partis, c'est le copinage, c'est le renvoi d'ascenseur, c'est le fait du prince. Non mais je suis désolé, mais on peut pas tout générer, on c'est peut le pas fait mettre du tous prince. dans le même sac. C'est le fait du prince. Beaucoup m'ont dit. Non mais c'est vrai. Au risque c'est de te vrai. surprendre, Non, mais Alexandre. Au risque de te Hervé, surprendre, s'il te Alexandre. plaît. Au risque de te surprendre, beaucoup m'ont dit. Alexandre est colère. Tu sais ce qu'ils m'ont dit, Eric? Ils m'ont dit on a besoin d'un soldat à la tête de ce pays. Quelqu'un
qui dépasse, ces logiques On partisanes. avait un dont on parlait à un moment, c'était De Villiers, puis il est parti chez, je sais plus, Bouzaïen, non, une boîte américaine, non? C'est ça l'ancien chef d'état-major des armées? Pierre de Villiers. Hein, Pierre de Villiers, c'est ça 68 dont on ans. disait pas. Quand il démissionne avec fracas en 2017, mais pardon, on est ça te choque pas, ça à peu près tous certains qu'il va être candidat aux élections présidentielles de 2022. Il ne l'a pas été. Alors par manque d'envie, par manque de Et il va courage. dans un cabinet américain, non? Absolument. Et ça te choque pas, ça? Ben, moi, j'aurais préféré qu'il soit candidat à la présidence de la République. J'aurais préféré qu'il porte l'intérêt général de toutes ses forces. J'aurais préféré qu'il ait une approche transpartisane, basée sur l'intérêt général, basée sur ce qui nous est tant nécessaire. Alors, il y en aura peut-être un autre. Moi, je le souhaite, je l'espère. En tout cas, c'est de ça dont on a besoin. Mais Alexandre, t'es pas d'accord avec cette analyse de mettre tout le monde dans le même sac, c'est ça? Mais bien sûr. Moi, je veux le dire, à chaque fois qu'on a des réunions de groupe avec le Rassemblement national, on a le droit de prendre la parole et on ne se fait pas fusiller. Marine Le Pen, ce n'est pas Staline. Elle ne nous tue pas parce qu'on n'est pas en accord avec elle. On a une vraie liberté d'expression. On peut parler. Moi, plusieurs fois, je me suis élevé pour donner ma position qui était un peu divergente avec le parti. On m'a écouté et après, on échange dessus et on se met d'accord. Mais c'est pas Marine Le Pen qui dit on va faire ci, on va faire ça et vous n'avez pas votre mot à dire. C'est ce que disent tous les partis quand même. Hein. Non, je suis On désolé. veut pas, je Nous, les on a connais une quand même. vraie. Certes, on a une vision verticale Chez du Mélenchon, pouvoir. c'est hyper Mais démocratique. ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, on est d'accord. Mais au sein du Sur le Rassemblement rôle de national, l'État, moi j'aimerais qu'on revienne aussi, puisque les accusations aussi de partis de gauche, vous êtes pour un État fort quand même. Ah bah oui. Ah non, mais moi, je suis étatiste et je ne suis pas pour dégraisser l'État. Dégraisser l'État où il le faut. Il y a des endroits où il y a beaucoup trop d'argent qui est alloué. Il y a plein d'opérateurs de l'État, on ne sait pas à quoi ils servent, mais on verse des millions. Et c'est pour ça qu'on les a supprimés dans notre contre-budget avec le Rassemblement national. Toutes ces agences qui contrôlent on ne sait pas quoi, qui se payent à se regarder dans le miroir. Non, Je ne rentrerai pas dans ce... Oui, l'ARCOM, il y a un vrai problème avec l'ARCOM, notamment avec C8, parce que ça vous touche personnellement, Monsieur Courac. J'y travaille, non, mais indépendamment de ça, on a un problème en France avec toutes ces agences présentées comme indépendantes qui en réalité sont le refuge où on nomme le copain qui a été battu aux législatives à la tête de l'agence qui touche Là, il y a du copinage. et on les met au placard. Là, il y a du copinage, je suis d'accord avec toi. Mais toutes ces agences, aujourd'hui, elles nous coûtent et elles creusent la dette de la France. Et avec cet assistanat qui, de surplus, vient et s'ajoute, je ne sais pas comment... Je me souviens juste de revenir sur les retraites. On en parlait. Nous, c'est pas la réforme, c'est pas la retraite à 60 ans, c'est la retraite à 62 avec 42 annuités. Mais pour les personnes qui commencent à travailler à 18 ans, généralement dans les métiers durs, vous dites que vous êtes travailleur viticole. Quelqu'un qui commence à 18 ans, je pense qu'à passer la cinquantaine, ça devient extrêmement compliqué pour lui. Est-ce que cette personne, on a envie de lui demander d'aller jusqu'à 62, 65 ans? Une personne qui a commencé à travailler tôt, c'est normal qu'elle parte plus tôt. Quelqu'un qui est arrivé, qui est docteur, qui finit ses études à 27 ans, eh ben, il doit faire ses 42 annuités pour avoir accès à une retraite pleine. Et là, ça l'emmène à 69. Et là, personne n'en a rien à dire. Alexandre, j'ai avec moi des personnes qui ont 67 ans. Mon camarade Michel, mon camarade Elisabeth, qui ont des petites retraites, qui trouvent scandaleux que le minimum vieillesse bénéficie à des gens qui n'ont jamais cotisé, qui sont sur le territoire français depuis peu, qui ont besoin de compléter cette petite retraite et qui travaillent. Ils ont 67 ans. Ils ont un courage extraordinaire et ils travaillent dur. Et ça les scandalise à 67 ans de voir qu'ils sont si nombreux à ne pas travailler. La solidarité, oui, l'assistanat, non. Et pourtant, cet assistanat perdure depuis trop de décennies et trop de politiques n'essaient pas d'aller contre parce que ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts. C'est pas le principal problème. Ça est un problème important. Bayrou, vous allez lui laisser une chance C'est ce que j'allais jusqu'à quand, dire. Alexandre? Nous, c'est comme avec Barnier, vous nous reprochez tout à l'heure de ne pas avoir voté... Tu peux me tutoyer, je suis pas ministre. Il n'y a pas de problème. tu me reprochais tout à l'heure de ne pas avoir voté des motions de censure avant, mais nous, la position du Rassemblement national, ça a toujours été... on est justement au-dessus de la politique des partis que tu dénonces et que nous dénonçons aussi pour l'intérêt des Français. Et donc, on attendait de voir ce que M. Barnier allait nous proposer. Et donc, dans ces cas-là, on ne peut pas censurer... Excusez-moi, on ne peut pas censurer a priori. Nous avions mis sur la table des positions de négociation, des lignes rouges. Ils ont décidé de ne pas les écouter. On a fait tomber le coup près, on a censuré M. Barnier. M. Bayrou, on est arrivé avec la même feuille. Lui, il nous a accueillis dès le début. Donc on va voir s'il nous écoute. Encore une fois, je reprends la parole qui a été dite tout à l'heure. Nous, on attend les actes. On ne se paie plus de mots comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc on attend de voir ce que M. Bayrou va proposer, à quel point il va respecter nos lignes rouges et nos demandes. Et dans ces cas-là, s'il ne le fait pas, il sera censuré comme M. Barnier l'a été. Adrien? Non, parce que le Parti Socialiste ne va pas le faire cette fois-ci.
Donc la censure, elle ne passera pas. Ce sera de leur responsabilité. Mais Oui, oui, non, mais on ne oui. censure pas C'est le encore- gouvernement. c'est encore un jeu de mais parti. l'honnêteté nous oblige quand même à expliquer comment ça s'est passé. On ne censure pas pour censurer. Le Rassemblement national avait plutôt eu un comportement assez exemplaire, était dans une logique de compromis. À chaque fois que Barnier faisait un compromis, il reculait. Il retire l'augmentation de l'électricité pour mettre le gaz. Il présente un budget où l'AME est augmenté de 900 millions d'euros. C'était un budget qui se foutait de la gueule du RN, qui était plutôt dans une logique constructive. Et ils n'ont pas eu d'autre choix que de censurer. Mais tu ne censures pas pour censurer. Moi, un gouvernement Mais non, Macron... toi, parce que tu n'aimes pas Macron, mais tu ne censures pas pour censurer. Parce que tu n'aimes pas la personne. C'est pas que j'aime pas Macron. J'aime pas tout ce qu'il a fait depuis Mais oui, 2017. mais tu ne censures pas pour censurer. C'est pas pareil. Oui, mais il y a une responsabilité. Donc à un moment donné, quand t'aimes pas, quand c'est trop, c'est trop. Vous Et croyez Macron, c'est qu'il trop. va peut-être être conduit à la démission ou pas? Non, jamais. Non. Non, jamais. La soupe est bonne. On ne le Non, connaît mais pas là, si suffisamment. vous me dites qu'on est au bord de la guerre civile tous, vous ne pensez pas qu'à un moment donné, Mais on peut pas être des au bord faits de la guerre extérieurs civile, pourraient... de la guerre civile. On n'est pas au bord de la guerre civile, ça ne peut pas passer. Aujourd'hui, les gens ont peur de sortir dans la rue. Aujourd'hui, tu as peur de te faire éborgner. Ils ont tout fait pour que les gens ne puissent plus manifester. Donc il n'y aura pas de guerre civile. Et en plus, le deuxième truc, c'est que Macron, il n'est pas con. Quand même si c'est tout ce qu'on veut. À chaque fois qu'il y a une corporation qui a manifesté, Il leur je vais donne un prendre- petit quelque il chose. leur donne un petit sucre. Quand les VTT ont voulu manifester, on leur donne un petit sucre. Quand les camionneurs ont voulu, on leur donne un petit peu de gasoil. Quand les forains étaient à 60 km de Paris et que ça aurait foutu on leur donnait un petit truc. Quand les pompiers ont voulu dire je descends dans la rue, on donnait un petit truc aux pompiers. Donc malheureusement, il n'y a pas non plus de solidarité au niveau du peuple entier. Si le peuple entier était solidaire, je veux dire, en 2 jours, on fait tomber le gouvernement Macron. Les ambulanciers, les VTC, les pompiers. On se met aux portes de Paris, il est mort. Mais chacun, et là ils vont faire pareil avec les agriculteurs, comme les Hervé agriculteurs est font d'accord peur, avec ils Philippe, vont leur ça donner faut un petit souligner. sucre. C'est exact. Mais il n'y aura jamais d'union où elle est si peu probable. En tout cas, une chose est certaine, c'est que notre peuple est désespéré, notre peuple a bien du mal à survivre, il ne voit aucun échappatoire et la classe politique répond si peu, si faiblement à ses Mais attentes. pourquoi tu veux qu'ils répondent? C'est leur intérêt de ne pas répondre. C'est leur intérêt qu'il y ait le chaos. C'est l'intérêt qu'on s'occupe des petites incivilités plutôt que des gros mecs qui nous truandent sur le Je pognon. ne suis pas national. certain, Philippe, que ce soit leur intérêt d'aller au désastre. Et le désastre, tu le sais, quand notre dette va être classée A, les taux d'intérêt seront à ce point insupportables que tout va Et exploser. explique-moi, dans toutes les récessions, qui morfle le plus, les banques ou les pauvres? Absolument. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que les pauvres vont encore plus morfler, mais que de toute manière, les gros qui auront placé leur pognon à l'extérieur et les banques qui s'en sortent toujours, Et même eux, quand ils c'est vont les pas banques qui morfler. morflent, à la fin, c'est les pauvres. Mais de toute manière, la loi est même faite aujourd'hui pour que ce soit les pauvres qui remboursent si les banques sont en déficit. La loi est faite pour ça. On dit au sein des forces armées, commander c'est prévoir. Au sein de l'État, gouverner c'est prévoir. Qu'est-ce Ils ont qu'attend été en l'armée dessous de pour faire un coup d'État avec ces gens-là? Allez-y, les gendarmes. Quand même dans une- L'armée française est légaliste. Refusez d'obéir à des ordres à la con. L'armée française est légaliste, Alors, elle le c'est sera vrai que toujours. Il y en a. Juan Branco, qu'on a reçu Oui. sur ce plateau d'ailleurs et dans d'autres émissions, lui appelle clairement à une révolution. Quoi. Non mais attendez, là-dessus Hervé, il y a des limites quand même à votre indignation parce que c'est quand même, je m'indigne, mais on est régaliste. et c'est ça. C'est vachement déculpabilisant pour les gendarmes. Après tout, j'ai un gendarme qui est en train de râler, il râle pour nous, nous on reste dans nos casernes, on nous donne des ordres à la con, on continue à obéir. Mais il y en a un qui se lève et qui hurle. Les Eh ben, armées ils sont françaises. contents. Les Philippe, gendarmes continuent à Philippe, t'écrire. Mais pourquoi ils se lèvent pas ceux qui t'écrivent? Parce que les armées françaises sont légalistes, parce que les armées françaises obéissent à l'état de droit. Légaliste, quand les gens te donnent des lois intéressantes, oui. Moi, je refuse d'être légaliste avec des gens qui nous enterrent. C'est pas être légaliste. Quand ça. on veut. Je vais te répondre, Philippe. Quand on veut contribuer au changement, on crée son parti, on essaie de parvenir au pouvoir. Pas aujourd'hui. Les lois sont faites pour que tu puisses pas. Et je vais te, Tu peux et je vais- toujours. Et je vais te donner. Oui. Tu peux toujours. La démocratie est Oui, trafiquée. je vais te donner. Les élections sont trafiquées. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Bah non, tu me dis que la démocratie est trafiquée. Est-ce que je t'ai dit que les élections étaient Tu me dis que la démocratie est trafiquée. Et c'est pour ça que les élections sont trafiquées? Bah de facto, oui. si la Non, les démocratie gens est ont toujours trafiquée, les tendance à... élections sont Je vais pitées. donner une loi qui est passée il n'y a pas longtemps et que tout le monde a approuvé. La loi sur l'équité et l'égalité. Aujourd'hui, le temps de parole des partis politiques est intrinsèquement lié au nombre d'élus, etc., qu'ils ont. Celui qui n'a pas d'élu, qui démarre avec un parti politique, il a 15 secondes d'antenne. Exact. Comment tu veux qu'il s'en Et sorte? aujourd'hui, tu as la force extraordinaire des réseaux sociaux, tu as TV Liberté, tu as Mais- ces organes qui peuvent avoir une incidence extrêmement on est appréciable. d'accord, Hervé, sauf que dans les réseaux sociaux, tu sais bien qu'il y a à boire et il y a à manger. Je te parle de la véritable démocratie. Aujourd'hui, la loi équité-égalité, c'est une honte. Le type qui veut se lancer en politique, il peut pas. Aujourd'hui, pour être député, il faut que tu aies au moins 20 000 euros dans ta poche.
Tu sais combien coûte une campagne électorale présidentielle? Ah bah ça tombe. 50 millions d'euros. Et qu'on me dise pas que c'est pas vrai, il y en a un qui s'est fait gauler qui s'appelle Sarkozy. Ah, ça fait rire Adrien, ça au moins. Je voulais revenir sur la question de la motion de censure. Le principe est diabolisé, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi tout cela est possible? Parce que le pouvoir n'est plus majoritaire. C'est tout. Macron n'a pas gagné les élections, donc il est normal qu'il se fasse sanctionner. C'est déjà miraculeux qu'il n'ait pas démissionné. Et je trouve, Il y a un type qui s'appelle De Gaulle qui l'a fait. Il l'a fait. Oui. Ça, c'est un autre problème. De Gaulle. Il l'a Pourquoi fait. me lancer sur ce sujet? Lancez pas sur De Gaulle, Adrien, parce que sinon. Mais C'est des faits. en tout état de cause, mon cher Hervé, tu évoquais le désespoir de personnes qui sont choquées par la motion de censure. Non, c'est l'exercice normal des institutions. Exact. Et ce qui n'est pas normal, c'est que Macron n'ait pas démissionné. C'est ça. Il ne Il démissionnera n'est pas jamais. majoritaire. Théoriquement, il ne peut pas gouverner et il reste. Ça t'a choqué, toi, qu'il ne démissionne pas, Mais Alexandre? c'est vrai que c'est la première question que je me suis posée. Il a pris un vrai revers. Il a perdu la moitié de ses députés. Et là, comme vous l'avez mentionné, il gouverne avec des partis qui ont fait 5 et 10% aux élections législatives. Là, pour le coup, c'est assez antidémocratique. Et oui, on le dit, le général de Gaulle aurait certainement démissionné. Bien Il sûr. perd des référendums à pas grand-chose, il démissionne. Et là, avec le revers que Emmanuel Macron a pris, il aurait dû démissionner. Et moi, je pense que si Emmanuel Macron redissout l'Assemblée, il doit mettre son mandat en jeu. Et le fait que la justice puisse éventuellement démissionner des dirigeants politiques, ça t'interpelle un peu, Hervé, ou pas? Alors ça peut surprendre, ça peut interpeller. C'est vrai que les juges aujourd'hui sont politisés, on ne peut pas le nier, bien C'est entendu. une décision qui arrive en mars, pardon. Je sais pas, Il, Alexandre, vous êtes serein On dit de la justice au nom du on peuple est français. pas tellement serein parce que nous étions assez, je dirais, sereins quand on connaissait le dossier, mais on est tombé face à une justice qui était complètement partiale. Et Dieu merci, il y a la procureure qui a fait une faute en lâchant. Sur ce dossier, je n'ai pas d'éléments, mais je ne demande pas la relaxe parce que ça me ferait trop mal. Donc comment croire à une justice partiale dans ce procès? Donc il est évident que nous craignons le jugement de mars, mais derrière, Philippe, ce je serait ne un pense scandale, pas, tu es je ne d'accord pense pas si qu'il serait jamais, capable de le il y faire. avait une décision d'inéligibilité avec exécution. Et encore une peut-être fois, provisoire. moi qui suis plus de gauche, je trouverais anormal, attention que je pèse mes mots, Par le que conditionnel. Marine Le Pen soit condamnée alors que les autres ne le sont pas. Si commencer les par autres le Bayrou. sont. Bayrou et Mélenchon. Mais il n'y a pas que Bayrou. Bayrou et Je veux dire, Mélenchon, dans le mais dossier. tous les députés européens à une époque avaient des assistants fictifs et bidons. Mais Philippe, on parle de maintenant. Pourquoi seulement Marine Le Pen? On a tous étudié les réquisitions du procureur, on a suivi le procès, on a suivi la défense de ceux qui étaient prévenus dans ce procès, les faux assistants parlementaires européens. Enfin, on a tous, j'espère, je ne sais pas ce qu'il en sera de leur condamnation hypothétique ou éventuelle, ils sont présumés innocents, j'entends bien. En attendant, leur défense a été lamentable et pathétique. On ne peut pas le nier. Les faits étaient matériellement constitués. On va voir ce qu'il en a été. Quand des prévenus te disent « on a fait des dossiers de presse, il nous semble que c'est insuffisant ». Quand des prévenus te disent « il me semble qu'on a rencontré la députée européenne pour laquelle je devais travailler. Au bout de 6 mois, j'ai demandé l'autorisation d'aller la voir et ça m'a été accordé ». Mais comment tu veux que ça tienne devant un tribunal ? Je ne conteste pas ce que Je tu es en vais train quand de même dire. remettre, Je dis simplement le contexte. que pourquoi Ce qui nous est les reproché autres partis dans- politiques ne sont pas Philippe, éliminés. alors, on va laisser Alexandre là-dessus. Ce qui est reproché au Rassemblement national, c'est qu'on est des collaborateurs parlementaires qui étaient à la fois militants. Quand on est collaborateur de Marine Le Pen, quand elle est députée européenne, quand est-ce qu'on dit aujourd'hui je suis collaborateur de Marine Le Pen ou je suis collaborateur de la présidente du Rassemblement national? Et j'en veux pour preuve qu'il y avait des organigrammes qui étaient publics, où il y avait marqué que telle personne était responsable au siège de la communication, etc. Mais il se trouvait qu'il était également collaborateur parlementaire. Et donc, il faisait les deux choses en même temps. C'était complètement, Ok. c'était complètement Ça tient pas. public. C'est ta plaidoirie d'avocat, je tient le pas. comprends. Moi, je dis simplement, vous avez eu tous des emplois fictifs, Oui. vous devez tous Alors, morfler. on est en désaccord. Tous, vous devez tous morfler. Je vais te dire Et une là où chose. je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas normal qu'il n'y ait que Marine Le Pen qui morfle. Je vais te dire une chose, Eric. Lorsqu'on veut donner des leçons de morale et de vertu aux autres, il faut être absolument irréprochable. Irréprochable. C'est quelque chose qui est fondamental pour éviter le tous pourri. Alors, le Rassemblement national n'a jamais été au pouvoir. Je ne sais pas si dans les années qui viennent, il le sera. En attendant, lorsqu'on entend gouverner un pays, présider à sa destinée, il importe d'être vertueux.
Moi, je pense à tous ceux qui travaillent dur dans ce pays avec honnêteté, intégrité, qui se donnent un mal de chien pour y arriver tous les mois, qui arrivent difficilement aux fins de mois. Que doivent-ils se dire? Moi, je vais te donner un truc vachement simple par rapport à ça, que je mets d'ailleurs dans mes bouquins. Je t'écoute. C'est que quand un élu faute, quand c'est prouvé qu'il a fauté, Oui. au lieu que ça soit considéré comme une circonstance atténuante, ça soit considéré comme une circonstance aggravante. Parce qu'aujourd'hui, un élu qui se fait gauler, c'est circonstance atténuante. Et ce que je dis, j'en ai les preuves. Et c'est C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très regrettable. un petit salarié qui se fait gauler pour une faute, lui, il morfle beaucoup. Un élu Oui. qui a fait la même faute, il morfle quasiment Mais pas. moi, je vais même plus loin. Aujourd'hui, il y a des ministres qui ne sont pas embarqués dans des affaires. Où Mais il je vais y te en a dire, encore ou pas? Il en reste ou pas 2018, lisez mon bouquin qui sort le 6 février. 2018. Ah, il est bon, il n'oublie pas de faire sa pub. Bah quand non, même. c'est normal. Ah, quand même. Il est très fort. Bravo. On a encore des petits accents libéraux. 2018, c'est un an après. C'est bien un an après l'élection de mai 2017. 60% des ministres en place avaient déjà eu affaire avec le fisc. 60%. CQFD. C'est honteux, c'est scandaleux. CQFD. 60%. Mais j'ai envie de te dire, quelqu'un qui est condamné ne devrait plus pouvoir se représenter, Alors, devrait disparaître alors, de la sphère alors, publique. alors, circonstance Sincèrement, aggravante. sincèrement, quand on entend représenter le peuple français, Hervé. il faut être exempt de reproches, Hervé. il faut être vertueux. La justice est instrumentalisée. Hervé. Voilà, c'est ça. Si on considère que la justice est instrumentalisée, Hervé, et on l'a dit, la justice est instrumentalisée. Dans le cadre de ce dossier, Non, mais il y a deux les faits trucs. étaient Non, il y a constitués. deux choses. Si on Mais considère non, que là, la on est justice est d'accord. instrumentalisée, la décision est instrumentalisée, donc elle est infondée. Et l'autre problème, moi je suis désolé, si le peuple a envie d'avoir à sa tête des malfrats, c'est au peuple de décider. En démocratie, c'est le peuple. Ah non, c'est le peuple qui décide. Eh ben, je vais te dire, je suis d'accord, à condition que tu le mettes sur le bulletin de vote. J'ai été condamné 10 fois. Ben Là, non, mais d'accord. c'est ok. Aujourd'hui, Mais moi, les gens le savent non, mais même la pas. justice est Pardon, instrumentalisée. mais il y a quand même un cas. Eric, Oui, s'il te vas-y. plaît. Alexandre. Le vrai problème, si on instaure ce que vous proposez, c'est que vous avez une justice partiale qui décide de qui peut être candidat ou non, et on vous trouve une petite bêtise. Ça on n'a vous pas marché l'approche, aux on vous États-Unis condamne. avec Trump. Entre Mais les parenthèses. conditions- Oui, mais peut-être que C'est la Trump a eu la mais chance de s'en sortir. Mais là, vous permettez à la justice de choisir Alexandre, qui peut se tu présenter touches aux un élections, et domaine- ça, c'est Tu inadmissible. touches un domaine que je défends depuis 2013, qui s'appelle le casier judiciaire vierge pour être élu. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la justice de faire. Et c'est Non, moi non, de choisir et c'est- les politiques qu'on doit Non, avoir. mais on C'est est pas ça d'accord. ce qu'il dit. Mais attends, j'ai une bien chose compris. importante, Non, mais Philippe. Giro, est-ce que c'est Philippe. attends, je termine. C'est un des arguments qu'on me sort à chaque fois par rapport au casier judiciaire Mais vierge. toi-même, tu Où considères on que la disait justice est que instrumentalisée. on te condamne et tu pourras plus te présenter pour n'importe quoi. Non, c'est pas ça le problème. Moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, pour être élu, tu peux avoir un casier chargé. Pour travailler dans une mairie, écoute-moi bien, il faut un casier judiciaire vierge. Pour diriger la mairie, non. Et si on dit, comme vous me le dites, mais si, je vous jure que c'est vrai. Et si, comme on me dit, oui, mais tu comprends, si jamais on met le casier judiciaire vierge pour les élus, la justice qui est instrumentalisée, elle va condamner un mec qui pourra plus se présenter. Ok. Mais on change la loi dans ces cas-là, on met des verrous. Et attends, je termine. Ouais. Moi, j'ai référencé moi-même 396 métiers où il faut présenter un casier judiciaire vierge pour travailler, ambulancier. Donc s'il n'y a pas besoin pour être élu, pourquoi il y a besoin pour être ambulancier? Non, mais il y a peut-être un juste milieu à trouver. Le juste milieu, c'est le casier judiciaire vierge pour pouvoir Mais se ça, présenter. on peut pas pour les raisons que je viens de mentionner. Mais c'est pas vrai. J'ai fait Mais si, voter c'est la vrai. loi le 1er février 2017. Elle est Tu es entre- parlementaire. Oui, pour ça. J'ai bossé avec deux Voter élus. des lois. Non, j'ai bossé avec deux élus pour poser cette loi qui a été votée à l'unanimité le 1er février 2017 à l'Assemblée nationale par l'ensemble des partis politiques en première lecture, et elle est en deuxième lecture au Sénat dans un tiroir, et je peux donner le numéro du tiroir. Donc la loi sur le casier judiciaire vierge, elle existe. Elle a été mais tu peux vérifier tout ce que je dis est factuel. Elle a été vérifiée par le Conseil Tu te bats autant constitutionnel. pour la préférence nationale à l'embauche aussi Oui. ou pas? Non. Je trouve dommage que cette loi qui constitutionnellement, quoi qu'a dit M. Macron et M. Bayrou, a été vérifiée parce qu'on a pris la peine avec le Cabanel, un sénateur et une députée, de téléphoner au Conseil constitutionnel pour dire la loi qu'on est en train de faire, est-ce qu'elle est constitutionnellement bonne? Elle est bonne. Ils veulent pas la faire, pourquoi? Et pourquoi M. Bayrou s'est battu contre cette loi dès qu'il a été élu, alors que lui-même, C'était dans son programme. lui-même, page 27. Mais je vais te dire pire. Macron m'a envoyé un émissaire en mars 2017 pour que je rédige une note sur le casier judiciaire vierge. J'ai fait la note parce que je l'avais fait pour Asselineau, je l'avais fait pour Nicolas Dupont-Aignan et je l'avais fait pour mon pote Jean Lassalle. Il le met dans son programme, page 27. Il cite le casier judiciaire vierge dans le débat télévisé où ils étaient 11 et il cite mon nom. Je dis c'est bon, ça va passer 2 jours avant le fin du deuxième tour. Le même Julien vient me revoir en me disant tu sais Pasco, on pourra pas le faire le casier parce que Bayrou est pas d'accord. Casse-toi menteur. Et depuis, à chaque fois que je peux, où y aller la caméra? Macron, t'es un menteur, fais-moi un procès. Bon, bah ça c'est dit. Allez, on va arriver à la fin bientôt de cette émission.
reste un peu plus d'une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on réagisse un petit peu à quelques éléments importants concernant l'actualité internationale. Vous avez vu que ça y est, Justin Trudeau, donc ça va être vraiment là, la démission est actée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette démission? Il était depuis 2015 à la tête du Canada. 9 ans. Ouais, presque. Presque 10 ans d'ailleurs à la tête du Canada. Mais c'est une décision qui était en attente depuis plusieurs mois. C'était la rumeur. Puis là, c'est enfin effectif. Mais Justin Trudeau, c'est l'équivalent d'un Emmanuel Macron. Vous savez, cette classe politique mondialiste qui n'a de sentiment ni pour les peuples, ni pour la souveraineté des États, et qui place non pas l'intérêt de la nation avant tout, mais les intérêts, les valeurs financières avant les valeurs morales et les valeurs des peuples. Et puis cette décision, elle était attendue. Il est totalement invisible. Merci Pasco. Il était totalement en difficulté depuis plusieurs semaines dans son pays. C'était une décision qu'il fallait attendre et ça vient d'arriver. Espérons que le chef de notre pays, Emmanuel Macron, prenne le même pas. Mais c'est... Hervé, Il me semblait que c'était Donald Trump qui gouvernait le Canada. Ça n'était pas devenu le 51e c'est pour ça État qu'il des démissionne. États-Unis d'Amérique. C'est peut-être pour ça qu'il démissionne. C'est peut-être pour ça qu'il démissionne, pour pouvoir permettre la chose. Alors justement, en parlant de Donald Trump des États-Unis, comment est-ce qu'il faut lire, alors là c'est un peu plus grave pour terminer aussi, les 2 attentats en Allemagne et aux États-Unis justement C'est là encore l'intégrisme islamique qui se diffuse partout. Moi, j'ai été sidéré de la naïveté de nos camarades allemands par rapport aux mesures de sécurité qui avaient été prises sur ce marché de Noël, qui ont été totalement déficientes. Cette espèce d'allée centrale qui restait accessible aux véhicules, qui était extrêmement peu gardiennée et gardée. C'est de l'inconscience. Aujourd'hui, en France, jusqu'au plus petit village, tu as quand même des blocs de béton qui te barrent l'accessibilité à un marché, quel qu'il soit. Depuis l'attentat de Nice, on sait ce qu'il peut en être. Ça me paraît inconcevable. Et la faille ou la complicité à la fois des services de renseignement et des médias du mainstream, parce que l'assaillant de ce marché était un réfugié saoudien qu'on nous a présenté dans un premier temps dans les médias, et encore beaucoup de médias le diffusent comme un militant apostat et d'extrême droite. Ok, si on veut suivre ce chemin, il n'enlève en rien qu'il reste un immigré, une personne qui est entrée en Allemagne et qui a commis un attentat. Donc premièrement, il y a un problème avec l'immigration. Et l'autre chose, la naïveté des services allemands, il y avait une note qui courait sur ce monsieur. Ce monsieur était accusé de viol dans son pays d'origine, l'Arabie Saoudite. Ils ont refusé l'extradition. L'Allemagne n'en a eu que faire et n'a refusé. Ils ont refusé l'extradition. Et se retrouve avec cet homme qui décide de faire un attentat sur un marché de Noël et qu'on nous présente comme un militant apostat d'extrême droite. Je ne connais pas d'apostat ou au nom de l'apostisme. Redouane, ça s'appelle de l'angélisme, ça. Et ça n'a plus lieu d'être. Quand on veut protéger son peuple... Ça a eu lieu d'être, là. Quand on veut protéger son peuple, on est réceptif à tout ce qui peut concrètement contribuer à le protéger, vraiment. Et c'est une lutte à mort contre l'intégrisme islamique. Il n'y a plus de solitaire. Pour dire qu'aujourd'hui le pays serait peut-être un peu mieux protégé avec le RN au pouvoir plutôt que Macron. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Moi, je l'ignore. Ah, vous en doutez encore? Je ne sais pas ce qu'il en sera. Moi, je juge aux actes. Moi, je juge aux actes. Je souhaite bonne chance au Rassemblement national lorsqu'il arrivera, si cela doit advenir, à la tête de ce pays. Nous jugerons sur acte. Aujourd'hui, on en a tellement vu, on a tellement été déçus depuis 40 ans qu'on jugera sur acte. Tu n'es pas obligé de répondre. Je ne te demande pas ce que tu préfères entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais si le cas se présentait, ne serait-il pas préférable demain d'avoir Marine Le Pen à la tête de ce pays plutôt qu'Emmanuel Macron? Je réponds. Vas-y. Je réponds par une analogie avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Le Premier ministre travailliste a fait un discours solennel devant la télévision en disant « Les conservateurs avaient le pouvoir avant moi. Ils se sont engagés face au peuple britannique à réduire l'immigration parce que l'immigration de masse c'est un problème, etc. Ils ont fait venir 1 million de personnes en 2023. » Oui, mais c'est l'équivalent Donc les paroles, c'est fini. Maintenant, c'est les actes. L'exemple de l'Italie également. Et je vais répondre à ta question. Parce que je ne me défile pas. En 2022, j'ai voté pour Marine Le Pen. J'aurais préféré que Marine Le Pen soit au pouvoir plutôt que M. Macron soit réélu. Ça a été un désastre depuis 7 ans et demi. Ça se poursuivra, je ne l'espère pas, mais au pire pendant encore 2 ans et demi. Jamais notre pays a été aussi bas. Jamais notre pays a à ce point sombré. Et j'espère que ça connaîtra un terme. D'accord. Non, c'est une question intéressante. Toi aussi, peut-être. Allez Philippe, il nous reste 5 minutes. Juste par rapport Quasiment à tous, ce un mot de la que fin vous pour venez de chacun. dire, l'immigration ne se résoudra pas
Et jamais, tant qu'on ne prendra pas en compte les besoins des pays sur leur propre pays. Quand on arrêtera d'exploiter, comme on exploite partout. Mais non, je suis encore à ça, parce que, moi, excuse-moi, j'ai fait le Congo, j'ai fait le Mali, j'ai fait l'Ukraine, j'ai fait un tas de pays. J'ai vu tous les gens qui exploitaient. Le Congo est un des pays les plus riches au monde. Les personnes exploitées sur place ne viennent Vous pas par avez vu définition. quand même que Cohn-Bendit, même Cohn-Bendit, ça a été dit là en début de Le semaine, Congo. a parlé de grand remplacement à Mayotte. Le hein, problème, c'est que nous, Oui. on exploite à mort tous ces gens-là dans leur pays qui crèvent de faim. Mais c'est pas que c'est pas vrai, je l'ai vécu. Ils ont des emplois. Ok, il y a 30 ans, mais... Il y a une part des personnes, Mais vous arrêtez qui là, travaillent qui sont locales. les enfants. Vous me disiez tout à l'heure que vous connaissiez pas le terrain. Je vais vous emmener dans ces pays-là. Hein. Vous allez voir si ces gens-là ont du boulot. Ces gens-là crèvent pas de faim parce que les Occidentaux les exploitent à mort en les faisant crever, en leur laissant rien à bouffer. Et quand t'as rien à bouffer dans un pays, qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu vas ailleurs. Comme nous on l'a fait à une époque. C'est totalement faux. L'Algérie, l'Algérie n'est pas exploitée par les Occidentaux. Il n'y a pas d'Algériens qui viennent en France. Mais tu rigoles, descends en bas de l'Algérie, tu verras où les pipelines. Tu verras les pipelines par qui ils sont exploités le pétrole. Tu vois pas le haut de l'Algérie, mais le bas. Et là je connais bien. Et là je connais bien. Aussi. L'Algérie n'est pas tenue par Allez, les mot de la grands fin. groupes. C'est pas vrai. les gens du pays qui bénéficient de la richesse du pays. C'est nous qui en Oui, mais bénéficions. ça, c'est à cause de l'État algérien, c'est pas à cause des Ah oui, Occidentaux. c'est à cause des Africains, c'est à cause de tout Oui, ça. oui, oui. C'est les la classe braves- politique si algérienne les qui met braves plein les blancs poches. exploitent les braves noirs, C'est la de la classe faute des politique noirs. algérienne qui met plein les Philippe, poches. on a bien entendu ce que tu disais. Radouane, un mot de la fin? Un mot de la fin sur l'émission. Ouais, de manière générale, sur la position d'Hervé. Non, mais moi, je partage nombre de ses positions. Je l'ai dit en début d'émission sur la sécurité. Peut-être Pourquoi que... tu montes pas ton parti politique, tu vois, par exemple? Non, je Il le fais le mot faudrait de la fin ou pas? Hervé. Il le faudrait, tu serais favorable, Redouane? Je fais le mot de la fin? Tu serais favorable à ce qu'il y ait un militaire, un soldat à la tête de cette nation? Je suis journaliste, je vais rester d'être un partisan, mais oui, je préférerais qu'un militaire, qu'un soldat soit à la tête de l'État. Je suis gaulliste, donc je préférerais qu'un militaire soit à la tête de l'État. Donc, le Et mot ben de la voilà, fin allez, est- on a le mot de la fin. Tu préfères un soldat à la tête de ce pays? Je préfère un soldat à la tête de ce pays, oui, tout à fait. Oui. Et toi, Adrien? Ah oui, pareillement, oui. Tu préfères ou tu souhaites? Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème de l'alternative, c'est pas Macron-Marine Le Pen. Non, mais je parlais d'un soldat, là. Non, Oui, mais j'y arrive. Ce qui sauvera la France, c'est pas une petite différence à la marge. Un homme providentiel. C'est un bouleversement complet. Donc il faudra de toute façon des profils totalement nouveaux. Voilà. Et autre chose que des énarques ou des apparatchiks des partis politiques. Allez, Alexandre. Est-ce que tu parles des hommes nouveaux? Bah, Alexandre en fait partie. On est nombreux au Rassemblement national à être nouveaux en politique. Moi, j'avais personne dans ma famille en politique. J'ai commencé à Debout la France avec Dupont-Aignan en 2018. Et j'ai gravi les échelons tout seul, en travaillant dur, en m'investissant, en militant. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à être là. Moi, je veux juste revenir sur l'attentat qui a eu lieu en Allemagne. Je veux juste qu'on prenne du recul et qu'on se dise comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui nous ont pris. Qu'est-ce qui nous ont pris pour qu'on en arrive là? Et donc, il y a un vrai réveil qui doit être fait. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Il y a une vraie division dans la société française. Qu'elle soit classe d'âge, les jeunes ne peuvent plus saquer les vieux et vice-versa. Communautariste avec les communautés islamistes et les Français, mais également social avec un combat entre les riches et les classes populaires. Je pense sincèrement que le Rassemblement national aujourd'hui est le dernier espoir face au chaos, face à la destruction. Je ne souhaite pas le chaos que Jean-Luc Mélenchon appelle de ses voeux. Je pense vraiment que tout ce qui a sauvé, il faut le sauver tant qu'on le peut. Et donc je prie pour que Marine Le Pen arrive au pouvoir le plus rapidement possible, 2025 ou au moins 2027. Merci Alexandre. Et allez Hervé, le mot de la fin qui sera peut-être d'ailleurs un peu pessimiste parce qu'à t'entendre, moi j'ai plutôt l'impression qu'il faut craindre encore plus d'insécurité, de vagues d'attentats, même en France, en Occident en tout cas. Dans mon ouvrage, S'il vous plaît, dans dans mon le public. ouvrage, il y a beaucoup d'espoir. Cet espoir, nous le portons tous. Nous avons tous un rôle important à jouer dans notre nation, dans notre pays, dans notre France. Chacun est responsable de ce qu'il va advenir dans les prochains mois, dans les prochaines années, en conscience. Nous avons tous un rôle à jouer, tous, absolument tous, qu'il soit petit ou grand, sur la base d'un État fort, d'un État puissant, qui retrouve toute sa puissance, qui sait être faible, et surtout à partir de l'honneur. L'honneur est chose fondamentale. La vertu, on ne se trompe jamais lorsqu'on fait le choix de la vertu. Le général de Gaulle le précisait, le disait, en toute situation privilégier la position la plus haute, en règle générale, c'est la moins encombrée et c'est celle qu'il faut tenir. Eh bien en tout cas, voilà, ce sera cette fois le vrai mot de la fin. C'était vraiment un plaisir de te recevoir, mon cher Hervé, Merci à mon toi. capitaine. Donc, Merci. on va terminer avec juste quelques petits dessins habituels d'Ignace, qu'on applaudira à chaque fois, bien sûr, s'il vous plaît. La sécurité, selon Macron, c'est les agriculteurs en colère et les gilets jaunes. Allez hop, tous au Newf.
Macron défend la France contre les ingérences réactionnaires de Musk. Cet avis, il m'a été soufflé par McKinsey, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de McKinsey. Alors si vous aussi, d'ailleurs, j'en profite, vous souhaitez un portrait ou une caricature, vous allez sur le site designas.com qui va s'afficher, je pense, dans un instant à l'écran grâce à notre réalisateur Raphaël. Et puis alors, il y a aussi une autre tradition, cher Hervé, dans cette émission, c'est qu'à la fin de chaque émission, eh bien, Inas nous gratifie de 2 portraits. Alors d'abord, un portrait de l'invité sur lequel il a passé un peu plus de temps, voilà, donc, à côté de l'invité. Je peux peut-être mettre la caméra, voilà. Donc ça, c'est pour toi. Et ça, c'est la version caricature. Voilà, la version caricature. On peut applaudir bien fort Ignace. Bravo. Merci à tous d'avoir été présents sur ce plateau. Donc à vous tous, on rappelle donc le 6 février pour toi. Pilleur d'État, encore et encore. Donc Philippe Pasco, Radouane, l'article aussi en ce moment d'entrevue. L'interview, oui, bien sûr. L'interview donc du capitaine donc Hervé Moreau. Donc il est disponible dans tous les bons kiosques, comme on dit. Adrien, toi c'était La Gauche est une maladie mentale, toujours trouvable dans les bonnes librairies ou sur Internet. Dans les bonnes librairies, oui. Et puis donc Alexandre Sabatou, toujours, j'ai envie de dire, trouvable à l'Assemblée. J'ai sorti un rapport sur l'intelligence artificielle en décembre dernier, et donc on va pousser ça. Et est-ce qu'on peut le consulter? Est-ce que le grand public peut? Vous tapez rapport intelligence artificielle OPEXT, O-P-E-S-C-T. C'est l'organisme parlementaire des choix technologiques et scientifiques, et vous le trouvez en ligne très facilement. L'Assemblée nationale fait beaucoup de progrès sur les. Et c'est vrai, d'ailleurs, pendant que le Sénat se refermait. Tu as la pointe de ce combat-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, qui en parlent. Donc, On est allé aux États-Unis, au Royaume-Uni, un peu partout pour rencontrer les grands de la tech et justement proposer une voie pour la France pour qu'on ne soit pas largué dans l'histoire. Marrant. Et que, en tout cas, toutes ces données, j'ai vu encore récemment, de toute façon, les Américains disposaient de tout avec les clouds, même Amazon disposait de certains éléments d'information, notamment médicaux. En tout cas, merci beaucoup, Hervé. On rappelle donc le titre, toi aussi, de ton ouvrage reparu, réédité. Vérité d'un capitaine de gendarmerie aux éditions Magnus. Voilà, on va l'afficher à l'antenne. Merci à vous tous. Merci donc évidemment à toute l'équipe de Bistro Liberté, puisqu'il y a beaucoup de monde. On va commencer, je vous demande de les applaudir tous un par un. À la réalisation ce soir, comme d'habitude, Raphaël, on l'applaudit bien fort. Au son, il y avait Édouard et Pierre. Au cadre, c'est-à-dire derrière les caméras, il y avait ce soir Maxime, Charles, ainsi que Thomas. On vous remercie bien tous les 3. À la production, bien sûr, Arnaud Soyer, Marine, sans oublier, bien sûr, Martial Bill qui a créé cette émission. Et enfin, bien sûr, Charles Mathieu à l'ouverture des bouteilles. Merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Bistro Liberté. Et bravo à tous le public qui est là ce soir. Bye bye.